Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci aussi à l'Académie du climat qui nous accueille chaque mois pour les Jeudis de l'écologie. Ces tables rondes ont lieu à l'initiative de l'Association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie, dont Karine Maillot ici et moi-même, Isabelle Vauconsant, sommes adhérentes. Merci à Antoine Bonfils à la caméra et président des JNE. Dans le cadre de la transition énergétique, les industriels, les États travaillent à l'élaboration de sources d'énergie qui viendraient remplacer les énergies fossiles. C'est le discours officiel, mais l'histoire nous apprend, et l'histoire récente ne le dément pas, que toutes les innovations se cumulent au lieu de se remplacer. Car le sujet reste un changement de posture pour respecter la planète et toutes les formes de vie qui l'habitent. Les innovations, jusqu'ici au moins, ont permis de poursuivre et d'amplifier notre trajectoire consumériste. L'agrivoltaïsme et plus largement la construction de centrales photovoltaïques, lorsqu'elles s'installent au prix de l'artificialisation des sols ou de la réduction des terres agricoles ou naturelles, en est une illustration criante. Pourtant, la loi du 10 mars 2023 appelle à une attention renforcée pour la biodiversité, à des stratégies visant à en réduire les impacts. Les objectifs en matière d'énergie photovoltaïque doivent être mis en œuvre sur les espaces artificiels comme les parkings et les toits, même si c'est plus cher et plus compliqué. C'est ce que déclarait Maxime Zouka, ici présent, dans Actu Environnement le 10 septembre dernier. Mais les lois sont-elles respectées? Et la volonté de les faire respecter est-elle toujours au rendez-vous? S'il est difficile de renoncer aux énergies renouvelables pour l'avenir, il faut s'astreindre à exercer notre esprit critique et à admettre que la sobriété pourrait et devrait être le premier prisme d'analyse. Or, face à la situation critique de nombre d'agriculteurs, le pouvoir de l'argent est à l'œuvre. Il y a aujourd'hui un écart d'environ 1 à 100 entre le revenu agricole et le revenu électrique à l'hectare permis par l'agrovoltaïsme. Aujourd'hui, les industriels, pour capter les bons terrains, proposent un loyer jusqu'à 5 000 € par hectare. C'est une aubaine extraordinaire pour le propriétaire ou l'agriculteur. C'est évident. C'est aussi une incitation à ne plus cultiver. Pourquoi s'embêter à continuer à travailler si on gagne davantage sans rien faire? Déclarait Christian Duprat, que vous voyez dans l'écran ici, président de l'Union mondiale pour l'agroforesterie, à Environnement Magazine le 9 avril dernier. Donc ce soir, pour rentrer dans le vif du sujet, nous avons Maxime Zouka, Christian Duprat et Clément Auzé, qui est l'auteur d'un livre qui est sorti au mois de novembre, qui s'appelle Les Marchands de Soleil, et qui fait le point sur la lutte autour de la montagne de Lure, où s'installe l'agrovoltaïsme d'une manière peut-être un peu importante. Je laisse la parole à Karine, qui va ouvrir le débat. Oui, bonjour. Donc là, aujourd'hui, nous sommes vraiment, ce soir, sur les questions écologiques par excellence. Et si nous sommes sur une question qui croise à la fois l'enjeu climatique, l'enjeu de biodiversité et l'enjeu de souveraineté alimentaire. Mais on voit qu'en discussion, il y a une des crises. Donc là, on entre au cœur de la complexité. Et je vais commencer par l'enjeu climatique. 2024 est déclarée l'année la plus chaude jamais enregistrée. Là, on est déjà membre que le janvier 2025 est le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré. Donc, l'urgence climatique est là. Ça pourrait être face à cela. Le Conseil dans le climat vient un avis dans lequel il demande au gouvernement, à l'État, d'accélérer sur la sortie des fossiles et aussi les énergies renouvelables. L'État français s'est fixé un objectif de 33% d'énergie renouvelable par la consommation finale brute en 2030, consommation finale d'énergie brute en 2030. Oui, voilà, je change de micro. Donc 33% en 2030. D'ailleurs, un objectif qui n'est pas conforme à l'objectif européen de 44%. Et de toute façon, on est loin à la fois des 33% et des 44%, puisque pour le moment, on est à 20%
d'énergie renouvelable. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut installer des énergies renouvelables? Et là, ce soir, on va parler de l'agrivoltaïsme, donc des panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'il faut les installer sur les sols et les sols agricoles? Le président Macron a parlé d'un objectif de photovoltaïque de 140 gigawatts, dont 90 au sol. Et en fait, l'ADEME dit qu'on pourrait atteindre cela en mettant donc le photovoltaïque sur des grandes toitures, sur des friches industrielles et sur des parkings, et qu'on n'a pas forcément besoin de les mettre dans les champs ou dans les espaces naturels. Bon, voilà, ça c'est pour cadrer un petit peu l'enjeu climatique, mais avant d'aller plus loin dans la discussion, je vous propose de voir avec Christian Dupraz d'où vient ce concept d'agrivoltaïsme, puisque Christian Dupraz, donc, qui est à l'écran, agronome et donc chercheur à l'INRAE, a contribué largement à diffuser ce concept en France. Donc Christian, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est venu dans ce concept d'agrivoltaïsme et ce qu'il recouvre exactement? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Dans la salle aussi, tout va bien. Parce que moi, la salle, je ne vous vois pas, donc je parle un peu dans le vide. J'espère que ça sera quand même vivant. Excusez-moi par avance. Donc excusez-moi de ne pas être avec vous. C'était compliqué de monter à Paris juste pour cette soirée. Je vous parle de Montpellier, où je travaille à l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique, pour l'alimentation et l'environnement. Le concept de l'agrivoltaïsme est apparu assez naturellement parce que j'avais l'habitude je suis un modélisateur de la croissance des plantes, des cultures. Et j'ai travaillé toute ma carrière sur l'agroforesterie, qui sont des systèmes de production qui associent des arbres et des cultures, donc où les cultures sont également à l'ombre, mais à l'ombre d'arbres. Et puis, dans les années 2000, j'étais en charge de la politique énergétique, en partie de la région Occitanie, où j'étais élu conseiller régional, et on cherchait des scénarios pour rendre la région à énergie positive. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder comment on pouvait produire de l'énergie à partir de l'agriculture, ce qui n'est pas une nouveauté, puisque jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, une grande partie des terres agricoles était consacrée à la production d'énergie, à savoir l'alimentation des chevaux, des ânes et des bœufs, qui servaient de force de traction pour la circulation, y compris en ville. Et donc, à l'époque, la moitié de la surface agricole européenne était consacrée à la nourriture des animaux de trait, donc à l'énergie. Aujourd'hui, on a une autre option. Vous connaissez tous ce qu'on appelle les biocarburants, mais les biocarburants, que moi j'appelle agrocarburants, car ils n'ont strictement rien de bio dans leur mode de production, bien au contraire. Les agrocarburants ont une efficacité catastrophique. Pour s'en rendre compte, il suffit de calculer combien de kilomètres peut rouler une voiture avec la production d'un hectare, un hectare de blé qui fait de l'éthanol, ou un hectare de colza qui fait du diester, et on voit que c'est à peu près 20 000 km. On peut, avec la production moyenne d'un hectare agricole français, faire rouler une voiture à combustion 20 000 km. Mais si on passe à une voiture électrique alimentée par des panneaux photovoltaïques, avec un seul hectare de panneaux photovoltaïques, on peut faire rouler la même voiture 3 millions de kilomètres. Ça n'a strictement rien à voir. Le rapport est de plus de 1 à 100, il est pratiquement de 1 à 200. Et ça montre que la production avec d'énergie agricole à partir de la biomasse est une hérésie, en fait. Aujourd'hui, on a plus d'1 million d'hectares agricoles en France qui sont consacrés à la production de ces agrocarburants. On pourrait les remplacer avec seulement 20 000 hectares de photovoltaïque et on aurait la même énergie produite pour les déplacements. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai croisé ça avec l'idée, avec la constatation que les plantes, nos cultures, quelles qu'elles soient, en Europe, utilisent en général moins de 30%, moins d'un tiers du rayonnement solaire qui tombe sur une parcelle agricole. Tout ça parce que les plantes ne sont pas là toute l'année, il y a des périodes où elles ne sont pas sur le champ,
parce que les peuplements n'interceptent pas toute la lumière. Quand ils sont dans leur stade jeune, une grande partie du rayonnement ne touche pas les plantes, parce qu'il y a la réflexion, l'albédo, tout ce qui repart vers l'espace, etc. Et donc l'idée, ça a été de faire, comme en agroforesterie, un système qui combine les deux, qui combine la production alimentaire avec les cultures et la production énergétique avec les panneaux photovoltaïques. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce concept d'agrivoltaïsme dans les années 2008 et que nous avons installé à Montpellier le premier prototype mondial expérimental d'agrivoltaïsme au nord de Montpellier, à côté du zoo de Montpellier. C'est sur ce prototype que nous avons travaillé, que nous travaillons depuis 15 ans et où on a fait les premières thèses, les premiers résultats qui ont permis de lancer le concept. Ensuite, on a appris que d'autres personnes dans le monde avaient eu les mêmes idées que nous. Et ça, c'est pas étonnant, parce que les idées évoluent de manière un peu simultanée, un peu partout dans nos sociétés, et que les Japonais avaient déjà installé des systèmes agrivoltaïques depuis les années 2006-2007, mais de petite taille et jamais sans faire des mesures, des expériences comme nous l'avons fait, et que même un Allemand, Adolf Götzberger, le fondateur de Fraunhofer, le plus gros institut de recherche sur le photovoltaïque en Allemagne, avait eu la même idée dans les années 80, mais sans faire aucune expérience, c'était juste un concept théorique. Voilà d'où vient l'idée. Mieux utiliser le soleil, le partager entre les cultures et une production énergétique, sans passer pour l'énergie par la biomasse, qui est une filière absolument catastrophique au niveau rendement. Alors aujourd'hui, l'agrivoltaïsme, c'est couplé avec quel type de culture, quel type d'élevage? Est-ce que vous pouvez nous dessiner un peu le paysage agrivoltaïque? Alors, oui, effectivement, moi je fais des synthèses de tout ce qui se publie en agrivoltaïsme dans le monde entier, et donc j'ai une vue un peu d'ensemble, et puis j'organise aussi les congrès mondiaux sur l'agrivoltaïsme qui se tiennent chaque année. On peut dire qu'aujourd'hui on essaye à peu près de tout. Je ne connais pas. Il y a des expériences d'agrivoltaïsme avec les grandes cultures, le maraîchage, l'arboriculture fruitière, la viticulture, l'élevage. Alors l'élevage de volailles, de ovins, de bovins, etc. Il y a même de l'agrivoltaïsme avec la pisciculture. C'est Taïwan qui est en tête, qui est le plus avancé sur ces systèmes agrivoltaïques posés sur les élevages de poissons, de crevettes, de crustacés. On envisage par exemple sur les temps de taux de faire de l'agrivoltaïsme sur les parcs à huîtres. Beaucoup de gens, voilà, je connais des expériences avec des petits fruits, avec à peu près toutes les productions, mais on verra ensuite dans la discussion que ce n'est pas vraiment adapté à toutes les cultures et qu'il faut aménager les systèmes pour que cela fonctionne vraiment. Peut-être que vous pouvez nous dire, la loi a un peu précisé ce qu'on entendait par agrivoltaïsme. Peut-être que vous pouvez nous en parler. Elle a dit, je crois que le revenu principal de l'agriculteur doit être tiré par ses cultures, son métier d'agriculteur. Alors non, voilà, qu'est-ce que vous... Dites-nous exactement. Non, la loi ne dit pas ça. Elle dit que l'activité agricole doit rester principale, et c'est d'un flou absolument artistique, ça, évidemment, parce que ça ne veut rien dire, en fait. On est face à un paradoxe qui est majeur, qui est qu'aujourd'hui, l'énergie a une valeur beaucoup plus élevée que la nourriture. Le revenu agricole à l'hectare, en France, va varier, selon les types de systèmes et les productions. Je fais une fourchette très simple, pour avoir un ordre de grandeur, entre 1 000 et 10 000 euros par hectare et par an. C'est ce que gagne un agriculteur de son activité. La production d'une centrale photovoltaïque par hectare est plutôt de l'ordre de 100 000 euros par hectare et par an, en termes de valeur de l'électricité produite. Évidemment, il y a un gros capital investi derrière, donc ce n'est pas la marge nette, mais c'est la marge nette. Donc il y a une compétition totalement inégale entre ces deux productions. Il est évident que s'il n'y avait pas de règles, s'il n'y avait pas de loi, s'il n'y avait pas d'encadrement, le photovoltaïque remplacerait purement et simplement l'agriculture sur un certain nombre de terrains. C'est pour ça que l'agrivoltaïsme étant défini par la production conjointe d'énergie électrique et de produits agricoles sur la même parcelle, ça c'est une définition générique qui est valable dans tous les cas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quel est l'agrivoltaïsme souhaitable du point de vue
de l'État, de la société civile, des agriculteurs, des électriciens. Et c'est ça que la loi APER, la loi sur les énergies renouvelables, a voulu préciser, et elle a donc restreint l'agrivoltaïsme à quelque chose de précis, c'est-à-dire à des systèmes qui maintiennent le rendement agricole et qui même protègent la culture ou les animaux d'élevage. Donc l'agrivoltaïsme doit rendre un service à l'activité agricole. C'est une restriction très forte du concept d'agrivoltaïsme, mais qui est là pour éviter que le photovoltaïque remplace les cultures sur les terres agricoles. Merci. Donc, vous avez soulevé un point important. Qu'est-ce qui est souhaitable? Alors, nous allons parler des impacts sur l'environnement. Je peux donner la parole à Maxime Souka, qui pour le Conseil national de protection de la nature, a rendu un avis sur justement l'impact du photovoltaïque au sol. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, merci. Bonsoir à tous et toutes. Pour expliquer un petit peu avant de réagir là-dessus, ce que c'était que le Conseil national de protection de la nature, ce que en tant que connaissent dans la salle, c'est une commission administrative d'experts naturalistes scientifiques qui existe depuis 1946 et on a plusieurs missions. L'une, c'est de donner des arbres, entre autres, c'est des arbres, des algaes. Ça marche? Ouais. Non. C'est sûr. Il marche bien ce micro. On donne des avis sur la création d'aires protégées, sur des plans nationaux d'action pour les espèces menacées et aussi pour toutes les demandes. En fait, quand un projet d'aménagement occasionne des destructions d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées, ils sont obligés de demander une dérogation à cette interdiction qui passe souvent devant nous. Ça peut aussi être devant l'équivalent de notre instance au niveau régional, mais dès que c'est des impacts sur des espèces protégées et menacées, ça passe au CNPN. Et donc on reçoit beaucoup de projets, on examine beaucoup de projets d'aménagement, y compris des projets de centrales photovoltaïques au sol, plusieurs dizaines par an. C'est en général que les très grandes qu'on voit nous, on ne voit pas les petits projets, on voit les pires. Et donc, devant un afflux de dossiers de centrales photovoltaïques au sol qu'on constatait depuis 2020 environ, on a décidé de prendre un peu de recul sur ce qu'on constatait et aussi au vu des alertes qui étaient prononcées par les services de l'État eux-mêmes, y compris par la centrale au ministère de la Transition écologique, côté direction de l'eau et de la biodiversité. Donc on a choisi de s'auto-saisir, on a le droit de faire ça, et donc de mener une enquête sur le déploiement du photovoltaïque au sol, notamment sur le milieu naturel en France, sachant que le photovoltaïque sur les milieux agricoles, c'est assez récent. Que là, les appels à projets typiquement de la Commission de régulation de l'énergie évitaient, absolument excluaient les milieux agricoles jusqu'à il y a 2 ans. Et donc, pendant ces années, le photovoltaïque s'est déployé assez rapidement sur des espaces où il était très rentable et où il y avait très peu de conflits d'usage, qui sont les espaces naturels. Donc là, aujourd'hui, l'objet, le titre de cette table ronde, c'est l'agrivoltaïsme, mais je pense que ça serait dommage de passer sous silence le déploiement du photovoltaïque qui se fait sur les espaces aussi non agricoles, qui est très nombreux. Vous avez peut-être entendu parler cet automne, il y a eu une série d'échanges par médias interposés sur le photovoltaïque qui arrive en déboisement, donc des forêts qui sont détruites pour installer des grandes centrales photovoltaïques. On a beaucoup de projets qui se passent sur de la garrigue, sur des grandes prairies par exemple, parfois des prairies d'aéroports, des terrains militaires qui paraissent comme ça un peu pauvres, mais qui en fait sont des zones souvent d'une grande richesse en biodiversité. Et puis sur ce qu'on appelle des friches. Donc voilà, des choses, on pourra en reparler après, mais il y a un vrai flou aussi sur la notion de friche, mais pendant un bout de temps, on a voulu prioriser le photovoltaïque sur les friches. Et là, depuis 1 an ou 2, et notamment depuis la loi APER et puis le décret sur l'agrivoltaïsme, on commence à avoir énormément de projets qui fleurissent en milieu agricole. Et derrière, il y a quelque chose d'assez pervers. Au-delà du fait, on rentrera dans le détail derrière, mais là je vais rester d'abord sur le côté un peu photovoltaïque sur milieu naturel, c'est qu'on voit beaucoup de projets qui tentent absolument maintenant d'avoir l'étiquette agrivoltaïsme simplement parce qu'ils vont mettre des moutons sous les panneaux, mais avant on était sur des zones qui n'étaient absolument pas dédiées à l'agriculture ou alors qui étaient dédiées à du pâturage extensif de moyenne montagne, comme ça a lieu dans beaucoup d'endroits du sud de la France où on va faire pâturer des chèvres et des moutons sur des zones naturelles parce qu'il y a de la nourriture, mais ce n'est pas du tout des zones cultivées, des zones strictement dédiées à l'agriculture uniquement. Mais voilà, dès lors qu'on met
des moutons, on arrive à faire passer ça pour l'agrivoltaïsme. Là, la semaine dernière, nous examinions en CNPN un grand projet agrivoltaïque de 150 hectares sur le causse du Larzac, qui était présenté comme un projet à dominant, qui était avant tout un projet d'installation agricole, alors que c'est une zone qui avait été en fait clôturée depuis une vingtaine d'années par son propriétaire, qui en a fait une chasse privée avec des daims, avec des mouflons, et qui faisait du business là-dessus, et qui s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup à gagner avec le photovoltaïque, et qui a compris que là, il y avait une aubaine qu'en essayant de proposer une installation d'agriculteurs, d'éleveurs, le micro marche mal, eh bien, il allait pouvoir vendre super bien son projet auprès un peu de tous les acteurs, aussi bien l'État que certaines instances. Et d'ailleurs, pour ça, il s'est même fait accompagner par Solagro, qui est quand même une structure a priori reconnue pour sa volonté d'une transition agroécologique avec ses scénarios after, mais Solagro qui se retrouve à accompagner ce genre de projet 150 hectares. Je ne sais pas si vous voyez, sur le Larzac, c'est pas... c'est énorme. Et de justifier ça avec de l'agrivoltaïsme. Et en fait, on en a beaucoup, comme ça, des projets qui fleurissent partout. Voilà, des moutons peuvent permettre de le qualifier d'agrivoltaïsme. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi le cas à la montagne de Lure. Oui, juste, l'ADEME dit par exemple que le photovoltaïque au sol, il n'y a pas de grandes conséquences en termes d'artificialisation, parce que finalement, ce ne sont que des tuyaux ou dans le sol. Donc, qu'est-ce que vous avez pu voir à travers vos études? Oui, c'est vrai. Mais en fait, là, on a toujours ce discours très anthropocentré. Quels vont être les impacts pour l'agriculture? Quels vont être... on a un peu du mal à juste penser que la Terre est peuplée aussi d'autres êtres vivants et que pour eux, clairement, une zone avec des panneaux photovoltaïques à perte de vue, ça ne va pas être la panacée en matière d'habitat en dessous. Donc il y a quelques espèces qui vont s'y retrouver. Il y a évidemment une diversité floristique qui peut s'installer. Il y a des oiseaux, des insectes qui vont potentiellement venir butiner. Sauf qu'on a quand même une grande homogénéité de paysage au sein d'une centrale. Il y a des règles de gestion qui font qu'on ne peut pas mettre de ligneux, puisque évidemment ça fait de l'ombre. Et en plus, il y a quelque chose qui se surajoute à ça, c'est qu'il y a une réglementation dans toute la moitié sud contre les risques incendies, parce qu'il y a plusieurs incendies qui sont partis des centrales, notamment dans la forêt des Landes. Et donc, eh bien, on doit broyer la végétation à intervalles réguliers, en tout cas pas la laisser au-dessus de 10 cm, ce qui limite grandement les habitats disponibles pour la faune au sein des centrales. Et donc, clairement, on a des systèmes... écosystémique extrêmement appauvri et évidemment sous les panneaux au niveau de l'ombre on a quelques plantes qu'on appelle sciaphiles qui peuvent se développer, des plantes qui aiment bien les milieux plus ombragés, mais globalement les études montrent qu'on a des quantités d'insectes pollinisateurs qui sont 8 à 10 fois moindres sous les panneaux, que globalement dans les parcs les chauves-souris chassent entre 10 et 20 fois moins que dans les milieux similaires ou préexistants, que les quelques oiseaux qui arrivent à se reproduire dans les parcs, c'est uniquement des oiseaux vraiment de milieux stépiques type alouette, mais tous les oiseaux qui dépendent de buissons pour nicher disparaissent des centrales, que les rapaces les évitent pour chasser, que comme ils sont clôturés, de toute manière, ils sont inaccessibles à la plupart de la petite faune. Voilà, je pourrais continuer assez longtemps, mais globalement, on a quand même une vie assez pauvre, qui pourrait être contrebalancée par des mesures écologiques que certains développeurs tentent de mettre en œuvre, mais qui sont rendues impossibles par les réglementations et les normes anti-incendie, malheureusement. Donc ça complique un peu la chose, et comme en plus les assureurs obligent de clôturer les parcs pour permettre de les assurer, on ne peut même pas mettre des haies autour, ça ne marche pas. Donc on a finalement des zones agricoles, assez hostiles quand même aux vivants, qui sont certes pas artificialisées comme si c'était du béton, mais qui sont quand même rendues très pauvres d'un point de vue faune et flore. Et de fait, elles sont quand même artificialisées. Il y a un décret qui explique ce que c'est, dans quel moment une centrale photovoltaïque artificialise ou non. Et il y a un cumul de critères pour qu'elle n'artificialise pas. Il faut que le bas de panneau soit à plus d'1,10 m. Il faut que l'interrang soit de plus de 2 mètres. Et surtout, il faut qu'il n'y ait pas de modification de la végétation préexistante, même si elle est plus basse. Et donc ça, en général, dès qu'on a une centrale en forêt, ça artificialise. Par contre, pour de l'agrivoltaïsme, effectivement, on peut ne pas entrer dans cette définition de l'agrivoltaïsme dès lors qu'on ne va pas terrasser, qu'on ne va pas mettre du béton, qu'on ne va pas avoir des socles avec des dalles, mais que ça va être des pieux, etc. Il y a toute une série de critères qui font qu'on ne va pas être comptabilisé au titre de l'artificialisation si on les respecte. Mais par contre, d'un point de vue du vivant, c'est pas génial globalement. Ah oui, il y a un autre truc, c'est qu'en plus les panneaux photovoltaïques, ils ont un effet piège sur les insectes
qu'on appelle polarotactiques, qui sont les insectes qui vont pondre dans l'eau, notamment, et qui vont sinon utiliser les surfaces d'eau pour qui vont globalement confondre la surface des panneaux photovoltaïques avec de l'eau. Ça arrive aussi avec les voitures, ça peut arriver avec des glaces. Et donc, on a beaucoup d'insectes qui vont venir pondre sur ces panneaux et donc, globalement, perdre toute leur capacité de reproduction. On a aussi quelques cas de collision avec des oiseaux, voire des chauves-souris, c'est plus rare. Mais en tout cas, aux États-Unis, ils ont montré qu'il y avait de la mortalité relativement élevée d'oiseaux. Et en France, on n'a encore pour l'instant mis en place aucun suivi de la mortalité, donc on n'en sait rien. Oui, justement, tout ce que vous nous dites là, c'est basé sur des études scientifiques. On commence à avoir quelques études sur le sujet. Oui, alors c'est assez récent. Le problème, c'est que la filière elle-même, à travers ses syndicats de producteurs, Enerplan pour le photovoltaïque et le syndicat des énergies renouvelables, avait mandaté des bureaux d'études, iCare et Biotop, pour essayer d'évaluer la biodiversité qu'il y avait sur leur site, mais en utilisant des protocoles assez douteux qui comparaient des choses qui n'étaient pas comparables, et finalement ils ont un petit peu tiré les résultats vers ce qui les intéressait. Donc soit ils en concluaient qu'il y avait des résultats neutres, soit des résultats positifs des centrales photovoltaïques. Donc au début on avait là il y a eu une question de la filière là-dessus il y a 3 ans. Et là, on a de plus en plus de chercheurs qui sont intéressés au sujet. Il y a des grands programmes de recherche maintenant, et c'est ça qui permet de montrer les différences de vie à la fois dans le sol, la différence de diversité floristique, la différence d'abondance de pollinisateurs, de chauves-souris, d'oiseaux. Là, il y a tout un tas de publications qui arrivent. Il y en a aussi qui arrivent sur le photovoltaïque flottant, parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a de plus en plus d'étangs, de lacs qui sont équipés de photovoltaïque. Donc on sort un peu de l'agrivoltaïsme, mais c'est juste pour dire qu'on est dans une dynamique où globalement on a laissé les clés de la transition énergétique à des entreprises à but lucratif, et qu'elles n'en ont rien à faire de la biodiversité, évidemment. Leur but, c'est de produire des grandes surfaces qui sont les plus rentables pour elles, et qu'en plus, elles avaient la bénédiction des pouvoirs publics pour le faire. Donc là, la loi APER a mis quelques restrictions. Typiquement, elle a limité le défrichement en forêt à 25 hectares, parce que là, on avait des projets qui étaient quand même jusqu'à 1000 hectares de forêt. Alors certes, la forêt des Landes, mais la forêt des Landes, c'est aussi un ancien marais, c'est pas n'importe quoi. Et on a des dossiers de 100, 120 hectares dans des forêts méditerranéennes. Donc là, la loi APER a permis de réduire un petit peu ça, mais pas du tout de le stopper pour autant. Mais voilà, tout ça pour dire que on n'est pas dans du déploiement écologique vertueux. On est dans du business, clairement du business as usual, qui se met une grosse dose de peinture verte et qui utilise pour ça en plus la bénédiction de certaines associations écologiques qui veulent aller très vite dans la transition énergétique à juste titre, mais qui n'ont aucune approche des enjeux de biodiversité. Voilà. Après, et ça on va en parler, on peut très bien faire de l'agrivoltaïsme vertueux, on peut faire de l'installation photovoltaïque sur des espaces à moindre dommage, mais souvent ça coûte plus cher, c'est ce que vous avez rappelé en intro, parce que c'est des plus petites surfaces et donc c'est beaucoup moins rentable. Moi, la plupart des développeurs, ils me disent en dessous de 3 hectares on n'y va pas parce que on ne gagne pas assez d'argent. Donc voilà, il y a une question, est-ce que notre transition énergétique, on l'a fait au nom de l'intérêt public ou de l'intérêt privé? Elle est ouverte. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais restons peut-être sur l'artificialisation. Donc là, on va sortir un petit peu de quelques minutes de l'agrivoltaïsme. Racontez-nous ce qui s'est passé sur la montagne de Lure, quel était le projet et quel risque cela faisait courir. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Isabelle. Donc moi, je suis le co-auteur du livre qui est là-bas, qui s'appelle « Les marchands de soleil face à la machine photovoltaïque ». Et donc ce livre, il est écrit comme un roman et aussi un peu comme un essai et comme un reportage. Donc j'ai fait du terrain pour l'écrire. J'ai été rencontrer Sylvie, ma co-autrice, qui est donc une habitante de la montagne de Lure. Je ne sais pas si vous vous situez, c'est vers Fort-Calquier, Alpes d'Haute-Provence. Entre Gap et Marseille, dans ce coin-là, voilà, on est dans le sud-est. Et donc c'est un coin qui est assez peu peuplé, qui est riche en biodiversité. Alors c'est pas forêt primaire ou quoi, parce que la montagne de Lure, elle a été défrichée il y a une centaine d'années. Mais en tout cas, la vie est revenue et il y a beaucoup d'espèces protégées, ce qui est d'ailleurs une des lignes de défense juridique pour les militants qui sont là-bas. Et donc ce qui se passe, c'est que région peu peuplée, beaucoup de soleil, des habitants qui sont peu nombreux et une population plutôt vieillissante,
assez intéressant pour les industriels d'y aller parce que potentiellement il y aura peu de contestation. C'est un peu les mêmes histoires que Bure ou ce genre de territoire qui intéresse. Et donc il y a beaucoup de projets qui se développent sur des espaces naturels. Et donc là, en l'occurrence, c'est en grande majorité sur la forêt. Donc forêt méditerranéenne qui est assez fragile parce que c'est une région qui subit de plein fouet les dérèglements climatiques. Et donc les quelques arbres qui existent ont déjà du mal à pousser, à survivre. Donc ça, c'est un argument. Le fait que quand le parc sera fini, 30 ans plus tard, la forêt repousse, c'est pas évident à cet endroit-là. Et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a plein d'industriels qui proposent à des communes, moyennant finances, donc c'est des sommes qui sont assez intéressantes pour des communes qui parfois ont des problèmes financiers, baisse des dotations de l'État, il faut refaire le toit de l'église, la boulangerie, enfin c'est des choses très pragmatiques. Mais donc ils sont intéressés par les sous qui sont proposés par les industriels. Ça consiste à raser des forêts pour y implanter des centrales photovoltaïques. Alors dans la montagne de Lure, on parle de 1500 hectares. Il y a une trentaine de projets, donc c'est plutôt ce qu'on appelle du mitage, quoi. C'est plein de petits projets partout, ou parfois des gros, mais qui sont divisés en 4 pour faire croire que c'est plus petit, alors qu'en fait sur une même zone, il y a quand même beaucoup de panneaux. Et ça, c'est que la montagne de Lure, donc c'est un micro-secteur, quoi. C'est une montagne qui fait 40 km de long, mais dans la région, ça fleurit dans tous les sens, et donc surtout depuis la loi APER de mars 2023, qui donc, pour rappel, avait demandé à toutes les communes de définir des zones d'accélération des énergies renouvelables, donc faire un zonage sur leur commune, sur leur PLU, en disant là on verrait bien de l'éolien, de l'agrivoltaïsme, du PV au sol, etc. Et donc si ces objectifs de production, donc il y a des estimations qui sont faites, ne sont pas atteints, on redemande aux communes, quoi. Il y a un truc très... en fait, elles ont le choix, mais pas tellement le choix non plus. Donc la lutte est assez compliquée sur le terrain à ce niveau-là. Et donc les entreprises, donc c'est plutôt... on est sur un profil multinational. Donc là, dans le livre, ça se passe dans le village de Cruis. Donc c'est une multinationale canadienne qui s'appelle Boralex qui construit la centrale, qui est une centrale de 17 hectares, donc pas énorme, il y a des choses juste à côté, plateau d'Aimé, au-dessus de Valençol, là c'est un endroit qui est connu pour la lavande. On est toujours dans le violet, mais là ça commence à être remplacé par des panneaux parce qu'il y a une des plus grandes centrales de France de 250 hectares. Donc on est sur des trucs assez conséquents. Et donc ces entreprises, elles viennent et puis elles construisent ces centrales donc au nom des énergies vertes, des énergies renouvelables. Donc je voudrais juste revenir sur ces deux termes qui sont souvent utilisés et puis qui passent un peu inaperçus. Énergie verte, nous derrière, ce qu'on entend, c'est des énergies écologiques, quoi. Écologique, alors je pense que c'est intéressant de définir le mot aussi. Il y a un peu deux grandes définitions de l'écologie, c'est faire un peu la même chose mais avec une version moindre mal. Attendez, on va mettre des énergies renouvelables à la place des énergies fossiles et en fait ça va aller, ce sera écologique. Ou alors sinon c'est une définition peut-être plus que celle des naturalistes, ce qui est écologique et ce qui contribue au bien-être des écosystèmes. Donc une action, je sais pas, on va faire un petit potager dans le jardin, est-ce que finalement dans une démarche qui contribue à faire venir plus de biodiversité ou plutôt à la freiner, quoi. Voilà pour ça. Et donc est-ce que c'est écologique? Il y a plusieurs quand même limites à ça. J'évoquais le fait de détruire une forêt pour la remplacer par des panneaux photovoltaïques, c'est quelque chose qui peut paraître contre-intuitif du point de vue de la biodiversité, quoi. Là on est juste sur en gros une optique CO2. Il y a déjà beaucoup de présupposés, quoi. On va avoir besoin de plein d'énergie, on va consommer encore plus d'énergie, donc ça c'est pas trop remis en question, la dimension sobriété elle est pas trop là, et donc pour produire cette énergie on va essayer de la produire de manière moins pire, quoi. Mais bon, il y a quand même déjà pas mal de choses qui sont pas questionnées avant d'en venir à cette définition de l'écologie. C'est des énergies renouvelables aussi, dites renouvelables. Encore un point sur la question écologique, ça part du présupposé également que les énergies dites renouvelables vont se substituer aux énergies fossiles. Là-dessus, on a lu, peut-être comme certains d'entre vous, les travaux de Jean-Baptiste Fressoz. Donc, tu l'as rappelé en introduction.
En fait, les sources d'énergie, elles se sont jamais remplacées dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu du charbon qu'on a consommé moins de bois, c'est pas parce qu'on a eu du pétrole qu'on a consommé moins de charbon, etc. Enfin, tout ne fait qu'augmenter au niveau mondial. Alors, il y a des phénomènes de substitution quand même. Il faut être réglo au niveau européen ou français. Quand on s'est mis au nucléaire en France, nous, en effet, on a consommé moins de pétrole pour produire l'électricité, c'est vrai. Mais au niveau mondial, ça ne se vérifie pas. Donc voilà, cette substitution, alors on me répond souvent oui, mais en fait on n'a jamais essayé de substituer une énergie à une autre. Avant on s'en fichait un peu, donc là c'est la première fois qu'on essaye, donc peut-être que ça va marcher. Soyons optimistes, mais moi j'ai des petits doutes sur le fait que les politiques publiques là qu'on connaît en ce moment, elles aillent vers un arrêt des fossiles et du nucléaire. Je pense que ça va plutôt faire comme Jean-Baptiste Fressoz le prédit, bien qu'il soit historien et que ça lui donne peu de légitimité à prédire ce qui va se passer, mais je pense qu'on va assister à un empilement des énergies. Donc ajouter une énergie là-dessus, est-ce que c'est pas un petit peu dangereux dans une situation où globalement si on veut corriger un peu la trajectoire climatique et biodiversité, tout ça, j'ai l'impression qu'il faudrait consommer moins d'énergie. Voilà. Donc ça c'était pour questionner le côté énergie verte. Vous aurez compris, je suis assez critique de ça. On nous dit que c'est des énergies renouvelables aussi. Alors renouvelables, moi je pense qu'il faut faire la distinction entre la source d'énergie qui est le soleil. Là j'en conviens, il y a un paquet d'énergie dans le soleil et honnêtement c'est quasiment infini à l'échelle de notre petite humanité. Donc là c'est complètement renouvelable. Après dans la façon de capter cette énergie, c'est là où ça peut être un petit peu différent, puisque ces panneaux ils sont produits à base de métaux, de quartz, de cuivre, donc ça implique des industries minières à l'autre bout de la planète. Donc nous on voit souvent ce qui se passe chez nous en se disant le champ tiens, il a été dégradé par les panneaux, ou dans la montagne de Lure ils ont complètement terrassé la montagne, ils ont tassé le terrain, enfin c'est devenu un désert de cailloux pour installer les panneaux là. Mais ça veut dire qu'il y a aussi eu des destructions à l'autre bout de la planète. Là pour nourrir un peu cet aspect-là, on a lu le bouquin qui s'appelle La ruée minière au XXIe siècle de Célia Izoard, qui elle s'intéresse vraiment aux questions mines et matières, et qui nous dit par exemple que les ressources de cuivre au rythme de consommation actuel là, sur la planète, on en a pour 40 ans quoi. Donc il faudra du cuivre a priori pour faire des centrales photovoltaïques. Donc voilà, la question en fait du renouvelable, pour moi elle est discutable aussi, dans le sens où ça va peut-être faire durer la fête, et quelle fête, un peu plus longtemps, mais pas beaucoup plus longtemps non plus quoi. Même si on est très très bon sur le recyclage, ça demandera quand même de l'énergie, et puis les matières on les consommera peut-être moins vite, mais à un moment ça va s'arrêter quoi. Et quand ça va s'arrêter, ce sera une situation qui sera encore pire, parce qu'on aura entamé encore plus la biodiversité, qui est ce que moi j'ai compris en lisant pour écrire aussi le livre. La biodiversité c'est notre meilleur allié en fait pour faire face à ce qui va arriver dans les années qui viennent. Donc en fait là on est en train de casser notre amortisseur quoi. Donc ça c'est ultra dangereux, et voilà, cette vision plus CO2, il faut faire très attention quoi. On est tout le temps plus sur le carbone, Shift Project le premier, etc. Enfin c'est comment décarboner l'économie, mais en fait est-ce que c'est ça la vraie transition écologique, ou est-ce que c'est se dire, enfin partir de ce qui nous attend là dans 100 ans, et de se dire comment est-ce qu'on réorganise la société, l'économie, pour en fait que ça marche avec beaucoup moins d'énergie. Pour moi il y a peut-être plus de recherche à faire dans ce sens-là, mais je me suis peut-être beaucoup avancé déjà sur. Je suis un peu parti de la montagne de Lure, excusez-moi. Merci. Tu peux ajouter. Non, juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Bon, effectivement, dès qu'on utilise une source d'énergie, il y a un impact écologique. Bon, ceci dit, pour tempérer un petit peu par rapport aux panneaux photovoltaïques, c'est surtout du silicium qu'on utilise, qui est quand même relativement abondant. Et si j'en crois à l'étude de l'ADEME sur l'analyse du cycle de vie, l'ADEME pointait plutôt les produits chimiques qui servent aussi bien à la fabrication des cellules qu'après au recyclage, au démantèlement des cellules. Mais bien sûr, effectivement, toute source d'énergie a un impact, mais bon, après, il faut discuter des impacts en question. Et après, le cuivre, il est dans les câbles. Je dis le cuivre est dans les câbles. Oui. Si.
Ouais, juste sur la question effectivement qui est centrale de où on veut aller, de la sobriété, il y a quand même, on a quand même des outils dans la loi. D'ailleurs, en ce moment, on a la prochaine PPE et la prochaine stratégie nationale bas carbone qui vont être mis à jour. Mais dans la précédente SNBC, stratégie nationale bas carbone, on a un objectif à 2050 de réduction de 40% de notre consommation d'énergie en France. Et c'est un peu la base en fait, c'est se dire est-ce que là, ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça nous permet d'atteindre cet objectif? On peut considérer qu'il n'est pas suffisant, mais pour le coup, les différents scénarios, même négawatts et tout, considèrent que 40%, c'est pas stupide si on veut en même temps relocaliser une partie de l'industrie pour être moins dépendant des importations venues d'Asie, venues de Chine, on l'a bien vu pendant le Covid. Donc il y a un vrai sujet. On a aussi besoin de limiter notre dépendance énergétique à des pays problématiques, on l'a vu dans les conflits récents. Donc il y a un vrai sujet. Pour moi, c'est quand même essentiel de substituer, et je sais que tu dis la même chose, hein, les énergies fossiles aux énergies renouvelables, mais voilà, il faut absolument garder cette ambition. Là, on est passé en 2023 en dessous de 1500 TWh, l'objectif c'est d'aller à 900, on était à 1600 en 2021, donc on diminue tout doucement. Pour l'instant, au rythme où on va pas arriver à 900, et au rythme des politiques qui sont annoncées, on ne voit pas comment on va y arriver. Mais donc ça, c'est clairement le premier objectif. Après, moi, j'ai tendance à dire, cet objectif c'était 100 gigawatts, maintenant c'est monté à 140, mais c'est pas encore très clair, mais cet objectif de 100 ou 140 gigawatts de photovoltaïque, chiche, allons-y, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que comme l'a dit Christian, c'est quand même une énergie qui est bien plus efficace que les agrocarburants. Elle présente un peu moins d'inconvénients que pas mal d'autres sources d'énergie d'un point de vue des ressources, des terres rares. On pourrait imaginer, avec du temps, avoir une meilleure autonomie de production de silicium, etc. Bon, c'est pas parfait. Mais voilà, ces 140, la question, c'est ces 140 gigas, comment on les fait et où on les fait et qu'est-ce que l'État apporte comme garantie que ça ne va pas se faire au détriment de nos écosystèmes tels que c'est fait actuellement. Pour moi, c'est vraiment ça le gros enjeu, et on l'a vu sur la montagne de Lure, c'est le Far West, clairement. Et alors qu'il y a des solutions mais incroyables. En fait, là, je pense que vous avez tous subi les montées des coûts des prix de l'énergie. Si tous et toutes, on a la possibilité d'avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit, d'avoir une autoconsommation, globalement, en une dizaine d'années, l'investissement photovoltaïque, il est amorti. Et ça peut même être amorti en moins de temps si les aides de l'État, elles augmentent et si on a des prêts à taux zéro pour acheter ça. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'aides et que là, en plus, le ministre de l'Industrie a annoncé qu'il allait réduire les aides pour l'autoconsommation, qu'il allait par contre les augmenter, ou en tout cas les maintenir pour les très grandes surfaces au sol, très grandes centrales au sol qui étaient très rentables. Donc on ne comprend pas trop, et là on n'est pas du tout dans cette logique. Donc c'est ça, nous, qu'on vient interroger. On se dit, là on voit que les grandes surfaces, elles râlent pour mettre des panneaux photovoltaïques sur leur parking, et nous on dit non, là on y va, on équipe à fond les parkings, les toits, et avec ça, les toits, on a un potentiel, potentiellement, si jamais on équipe tous les toits qui sont bien orientés, on sait qu'on pourrait atteindre 100 gigawatts, rien que sur les toits. C'est des estimations qui ont été faites. Donc si on équipe un toit sur deux, on est déjà à 50. Allons-y, 50 gigawatts sur les toits, c'est possible. On a déjà 20 gigawatts en France au sol, entre le sol et les toits. C'est 10 sur les toits et 10 au sol. Après ça, les parkings, le potentiel, il est entre 10 et 20, il est peut-être à 20. Mais bref, on peut arriver assez loin, et après la question, c'est bien le reste, où on le met et comment on le met. Et c'est là que notre débat d'aujourd'hui est intéressant. C'est sur quel type d'agrivoltaïsme on veut, et est-ce qu'on admet qu'on arrête complètement sur les milieux qui ne sont pas agricoles et sur les milieux naturels, et éventuellement, voilà, les autres possibilités. Il y a les rocades, on est en train de penser à équiper les grandes rocades des villes comme Nantes, Marseille et Bordeaux. C'est les 3 villes qui sont pionnières sur le sujet. Il y a de la surface, il y a de la surface artificielle avec des co-bénéfices, de l'ombrage, etc. Voilà, il y a des choses intéressantes, mais pour l'instant, c'est pas trop vers là qu'on va en priorité. Alors, on va passer la parole à Christian Dupras. Christian, est-ce qu'il peut y avoir un agrivoltaïsme vertueux, et pour vous, quelle serait la définition de ce type d'agrivoltaïsme? Ok. Alors, je vais juste réagir à ce qu'ont dit mes deux collègues. Je suis vraiment totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Maxime. Simplement, la plupart de ces remarques s'adressent non pas à l'agrivoltaïsme, mais au PV au sol sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et ça, c'est un des gros problèmes de la loi APER, surtout du décret d'application,
qui a défini ce qu'on appelle le PV compatible. Alors, le PV compatible, c'est donc ce photovoltaïque au sol qu'on peut mettre sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon sens, un non-sens, qui ne devrait pas figurer dans la loi. La loi a eu quand même l'avantage d'interdire définitivement le PV au sol sur les terres agricoles. C'est quand même un élément très important. Ça ne peut être fait sur les terres agricoles qu'en respectant la production agricole, donc sous une forme d'agrivoltaïsme vertueux. Et ça, c'est vraiment très bien. Et je suis tout à fait d'accord qu'on a aujourd'hui beaucoup d'efforts des électriciens pour habiller leur projet d'agrivoltaïsme en y mettant quelques moutons, quelques ruches ou quelques fleurs. Et effectivement, ça, il faut le démasquer partout. La loi nous permet de le démasquer parce qu'il y a quand même quelque chose qui avait échappé aux énergéticiens dans la loi, mais qui était un des rares acquis du ministère de l'Agriculture face au ministère de l'Énergie dans l'arbitrage qui a donné le décret. C'est que le revenu agricole de l'exploitant ne doit pas baisser après la mise en œuvre de la centrale agrivoltaïque. Et cet élément-là, il est majeur, parce que ça veut dire très clairement qu'on ne peut pas remplacer quoi que ce soit par du mouton dans les projets agrivoltaïques. On ne peut faire de l'agrivoltaïsme avec du mouton que là où il y avait déjà du mouton. C'est un élément important parce que beaucoup d'électriciens sont engouffrés là-dessus et aimeraient mettre du mouton partout en France pour faire du pseudo-agrivoltaïsme. Mais les revenus du mouton sont beaucoup plus faibles que les revenus de toutes les autres productions agricoles en France à l'hectare, sauf l'ovin-lait, bien entendu. Mais ça c'est pas l'ovin-lait qui est dans la visière des électriciens. Donc on a les outils pour empêcher les projets non vertueux, les projets de greenwashing avec l'agrivoltaïsme. Encore faut-il les faire respecter. Et c'est là que je peux revenir après sur les outils de contrôle et de certification. Alors, vous me demandez qu'est-ce que c'est qu'un agrivoltaïsme vertueux? Eh bien, si on suit la loi française est la plus ambitieuse de toutes celles qui ont été mises en place jusqu'à présent sur l'agrivoltaïsme, puisqu'elle demande aux agriculteurs de faire des miracles. C'est pas mal quand même, mais je ne suis pas sûr que les agriculteurs vont être très heureux de ça. La loi demande, le décret demande que le rendement agricole sous les centrales agrivoltaïques soit au moins de 90% du rendement d'une parcelle témoin, sans panneaux. Alors, il faut savoir que quand on met des panneaux, il y a des zones qu'on ne peut pas cultiver ou qu'on ne peut pas pâturer parce qu'il y a des câbles, des poteaux, des chemins d'accès, des installations électriques, etc. Des pistes pour la protection contre l'incendie, ça a été cité. Et la loi limite ces zones à 10%, 10% de la surface. Aujourd'hui, quasiment tous les projets en instruction, il y en a plus d'1 millier en France, aucun n'arrive à respecter ce seuil de 10% de réduction de la zone valorisée d'un point de vue agricole. C'est difficile, donc c'est déjà compliqué à gérer. Mais si vous avez 10% de la surface qui est déjà, entre guillemets, stérilisée, et si vous voulez faire 90% du rendement sur la parcelle, ça veut dire qu'il faut faire 100% du rendement sur les 90% qui restent. 100% du rendement avec de l'ombre. Or, les plantes, jusqu'à nouvel ordre, elles ont besoin de soleil pour faire de la photosynthèse. Et c'est là qu'on arrive sur quelque chose, sur le cœur du débat qui aujourd'hui cristallise un petit peu l'angoisse des électriciens, c'est qu'on va devoir mesurer les productions, prouver qu'on produit normalement en agrivoltaïsme, et de mon point de vue d'agronome, ça sera impossible. Ça veut dire que tous les projets seront illégaux. Alors, comment on peut s'en sortir? On peut s'en sortir, il y a une manière de le faire, c'est de réduire le taux de couverture des projets. C'est-à-dire qu'une centrale photovoltaïque classique, c'est une centrale où il y a entre 5000 et 6000 m² de panneaux solaires à l'hectare, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux de couverture de 50 à 60%. Une centrale agrivoltaïque avec un taux de couverture de 50 à 60%, ça donne, et ça ce sont nos résultats scientifiques, ça donne une réduction du rendement des cultures de l'ordre de 40%. En moyenne, sur toutes les productions, y compris les pâturages, etc. Donc c'est illégal, ce n'est pas possible avec la loi française actuelle. Et c'est pour ça que nous, à l'INRAE, on avait recommandé de mettre dans le décret un plafond de taux de couverture pour les projets agrivoltaïques, qu'on avait suggéré de mettre à 20%. Nos résultats disaient qu'à 15% on est bon, on est sûr qu'on aura le rendement voulu, à 20% on est dans la marge d'erreur,
et on pouvait laisser cette marge pour travailler l'efficacité du système. Ça n'a pas été retenu. Aujourd'hui, les énergéticiens sont libres de faire le taux de couverture qu'ils veulent pour les petits projets inférieurs à 10 MW crête. Ils sont limités à 40% pour les grands projets au-dessus de 10 MW crête. Mais dans tous les cas de figure, de notre point de vue d'agronome, ça ne sera pas possible pour les agriculteurs de rentrer dans les clous de la loi. Ça ne sera pas possible de faire 90% du rendement, sauf dans quelques cas particuliers. Alors, évidemment, les électriciens vont toujours mettre en avant ces cas particuliers où ils ont eu un très bon rendement sous les panneaux et un mauvais rendement au soleil. Bien sûr que ça existe, bien sûr que ça arrive. Et le problème, c'est de savoir avec quelle fréquence ça arrive. Et c'est pour ça que nous, d'un point de vue recherche, moi je suis éditeur de journaux scientifiques, nous refusons les articles qui proposent des résultats basés sur une année. Il faut avoir plusieurs années, plusieurs conditions climatiques pour savoir réellement comment ça fonctionne. Donc de mon point de vue, un système agrivoltaïque vertueux et réellement respectant vraiment la production agricole aujourd'hui, c'est un système avec un taux de couverture faible, de l'ordre de 20%, ou un taux de couverture plus élevé et avec des panneaux mobiles que l'on peut effacer pour donner de la lumière aux plantes quand elles en ont vraiment besoin. Voilà un petit peu ce que ça est d'un point de vue technique un système vertueux. Je pourrais développer ensuite d'un point de vue d'acceptabilité sociale ce qu'on peut imaginer. Parce que aujourd'hui nous avons des gens qui s'opposent globalement à l'agrivoltaïsme sans se rendre compte qu'il y a des tas de modèles d'agrivoltaïsme et que certains pourraient être très vertueux. On a parlé jusqu'à maintenant plutôt des grandes centrales, qui effectivement sont celles que les électriciens préconisent pour avoir des coûts d'électricité assez faibles et compétitifs, mais on pourrait parfaitement imaginer un agrivoltaïsme de petites centrales en autoconsommation dans chaque ferme, participant à la décarbonation de la ferme, permettant de recharger les batteries du tracteur électrique qu'on aura dans le futur, permettant de produire des engrais azotés de synthèse avec l'électricité verte à la ferme, au lieu d'acheter de l'ammonitrate fait avec du pétrole, etc. Donc on a plusieurs manières d'utiliser l'agrivoltaïsme. Aujourd'hui, les électriciens poussent vers des grandes centrales, mais il faudrait développer des agrivoltaïsmes de petite dimension adaptés à chaque ferme. Donc je sais pas, je trouve qu'il y a des choses qui moi m'étonnent toujours dans cette présentation de l'agrivoltaïsme. Et je voudrais juste rappeler que voilà, on dit l'agrivoltaïsme vertueux. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'agrivoltaïsme vertueux, puisque je le rappelle, la technologie photovoltaïque implique la destruction de terres naturelles dans des proportions phénoménales, parce que quand on ouvre une mine, par rapport à la matière qu'on extrait, il y a 1% qui est utile, quoi. Donc enfin juste c'est des destructions phénoménales et ça ne peut pas être vertueux, quoi. Donc je demande que le débat ne soit pas comment rendre l'agrivoltaïsme vertueux, mais l'agrivoltaïsme est-il vertueux aussi, quoi. Je propose juste de garder cet esprit critique là. Voilà. Est-ce que je peux réagir? Avec plaisir. Allez-y. Oui, alors je ne suis pas d'accord avec cette approche. Quand on est sur la technologie silicium, on est sur des panneaux recyclables à 98%. On est sur un retour positif en énergie au bout de 2 ans d'utilisation des panneaux. Et si on jette des panneaux photovoltaïques, alors on jette la principale alternative aux énergies fossiles à terme. Donc je crois qu'au contraire, justement la technologie silicium qui utilise du cuivre, effectivement, est une des plus propres et des plus vertueuses qu'on puisse avoir pour capturer de l'énergie. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, on brûle dans nos voitures de l'éthanol et du diester venant de cultures hyper intensives, cultivées avec plein de produits phytosanitaires et avec des engrais chimiques. C'est extraordinairement dangereux pour la biodiversité, pour l'équilibre de nos écosystèmes. Ça l'est beaucoup plus que de construire des panneaux photovoltaïques recyclables à 98%. Alors, juste par rapport à recyclable, comme à chaque fois qu'on parle de déchets, faire quand même la distinction entre recyclable et recyclé, vraiment. Parce juste dans... Parce qu'on a les moyens de recycler vraiment les... Pour ajouter On a une filière qui se crée là-dessus. Effectivement, la plupart des panneaux ne sont pas encore en fin de vie, donc le recyclage des panneaux commence, mais on sait le faire et on a des entreprises qui sont mandatées pour ça. Et j'ajoute que tous les projets agrivoltaïques doivent provisionner le démantèlement et le recyclage. Oui, alors je précise que je suis tout à fait d'accord avec la critique des énergies fossiles qui est faite par Christian Duprat, et je ne suis pas non plus un promoteur de l'énergie nucléaire. Oui, parce qu'il faut rappeler. Oui, non, tout à fait. Ça, il y a aussi l'État qui prévoit
de construire 6 nouveaux EPR, peut-être 8 ou peut-être même 14, et plus des petits réacteurs, des small réacteurs. Donc voilà, il y a ça aussi, il ne faut pas oublier tout ce contexte. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les fameuses études préliminaires, parce que les industriels qui viennent s'installer sur toutes ces terres sont censés faire un certain nombre d'études préliminaires liées à la biodiversité, liées justement au rendement. Et on s'aperçoit que dans la plupart des cas, on est sur des installations qui sont plus ou moins légales. Alors effectivement, globalement, une installation photovoltaïque, elle doit faire l'objet d'une autorisation environnementale. En tout cas, dès lors qu'elle dépasse un certain nombre de mégawatts, c'est 1 mégawatt, là, je ne sais plus si ça vient de passer à 3,6 en agrivoltaïsme, je n'ai pas forcément bien suivi l'actualité du mois de janvier, je sais que le permis de construire est passé à 3, je crois, bref. Mais en tout cas, il y a normalement une obligation d'autorisation environnementale qui suit ensuite tout un cours administratif, et dedans, il y a ce fameux processus dont je parlais tout à l'heure de quand on détruit des habitats d'espèces protégées, et c'est aussi le cas régulièrement en agrivoltaïsme, eh bien, on doit obtenir une dérogation espèce protégée, et la grande majorité des projets photovoltaïques se font sans cette demande parce que clairement les énergéticiens, les électriciens font le pari qu'il n'y aura pas de contentieux, qu'ils ne seront pas poursuivis derrière, que l'État les laissera tranquilles, parce qu'il faut savoir aussi que les préfets, ils ont des obligations, ils ont des feuilles de route, et les préfets, on leur demande de faire pendant leur mandat, pendant leur année, tant de gigawatts sur leur territoire en énergie renouvelable. Donc les préfets, ils ont tout intérêt à signer des autorisations environnementales pour ces grands projets de centrales photovoltaïques, un peu à tout prix. Alors ils vont essayer de limiter la casse, mais globalement, il se trouve qu'on a en parallèle des services de l'État qui sont progressivement dépecés, en tout cas dans les services déconcentrés du ministère de l'écologie depuis une dizaine d'années. Donc des possibilités d'instruire correctement et d'accompagner correctement, et aussi de faire un vrai bras de fer avec les énergéticiens pour que ces projets se déroulent dans les meilleures conditions, avec les moindres impacts sur la biodiversité, qui sont de plus en plus difficiles. Donc ces pauvres instructeurs des services de la DREAL, ça s'appelle en général, ils sont pris entre des injonctions préfectorales d'autoriser plein de projets, et puis quand même l'obligation régalienne de faire en sorte qu'il se passe dans le cadre de la loi, et noyé de quantité de demandes un même énergéticien va parfois déposer 4, 5, 6 projets en sachant qu'il n'y en a qu'un ou deux qui seront autorisés, mais il va tenter le tout pour le tout, en déposant 4, en sachant que du coup il en aura un ou deux. Et en plus de ça, ils sont eux-mêmes tentés, même les services de l'État vont parfois être tenter d'éviter le processus de dérogation espèces protégées parce que ça leur demande plus de temps d'instruction qu'ils n'ont plus. Et les porteurs de projets eux-mêmes mandatent des bureaux d'études en leur demandant, et ça en a beaucoup de témoignages, en leur demandant, nous ce qu'on veut, c'est que vous nous évitiez la dérogation espèces protégées, c'est-à-dire que vous démontriez que notre projet, il ne va pas avoir de grands impacts sur la biodiversité. Donc que vous nous mettiez des belles mesures d'évitement, des belles mesures de réduction qui convainquent les services de l'État, et que derrière, on n'aura pas besoin de passer devant les instances qui nous embêtent. Et au final, c'est exactement ce qui se passe, et on voit, quand on compare les projets qui sont soumis à études d'impact et les projets qui nous arrivent en CNPN, on en a 11% seulement. Donc il y a 90% des projets photovoltaïques au sol qui passent sans cette demande de dérogation espèces protégées, alors que globalement la majorité quand même en ont, en tout cas ont des impacts, et même en milieu agricole. Alors, à l'exception des projets sur milieu vraiment d'agriculture intensive, de grande culture, là on peut avoir des impacts très réduits, mais les projets en vignoble dans le sud de la France, il y a beaucoup d'espèces qui nichent dans les vignobles. Les projets en prairie, n'en parlons pas, et en pelouse, il y en a énormément. Et là, tous, ils essayent de passer entre les mailles. Voilà. Néanmoins, pour revenir sur le vertueux pas vertueux, si je peux rebondir là-dessus, parce que effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est jamais pleinement vertueux. Mais on est quand même dans la recherche du moindre mal en matière d'énergie, parce qu'il n'y a aucune énergie vertueuse. C'est malheureux. Peut-être que dans les villes comme Paris, on va avoir la géothermie, on va avoir des choses, mais globalement, notre avenir, c'est quoi? C'est, dans l'idéal, 0,2% et 2% d'énergie fossile en 2050, c'est à peu près ça. Et le reste, c'est de l'électricité. C'est de l'énergie renouvelable, et on aura... En tout cas, dans les conditions actuelles, on sera dans l'incapacité de se passer du nucléaire complètement, parce que le reste, ça va être beaucoup d'éoliennes, et on voit qu'il y a une difficulté d'acceptation des éoliennes et qu'il y a aussi des gros impacts sur la biodiversité en fonction de l'endroit où elles sont. Et en général, comme on est obligé de les mettre loin des gens, c'est là où il y a beaucoup d'enjeux d'oiseaux et de chauves-souris.
On veut développer de l'éolien offshore en masse, sauf que ça a des impacts considérables sur les écosystèmes marins, avec le raccordement sous-marin, avec des zones qui sont complètement délaissées par un certain nombre d'oiseaux, des collisions qu'on connaît. Ensuite, on a quoi? On a la méthanisation avec des méthaniseurs agricoles et des cultures dédiées, parce qu'évidemment, il y a aussi du business, et donc on a de plus en plus de cives qui ne sont pas des cives, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique, qui deviennent la culture principale qui alimente les méthaniseurs. Si on reste sur de la méthanisation entre guillemets vertueuse de produits alimentaires ou de stations d'épuration, clairement ça suffit pas non plus, on n'y arrive pas. Et après on a ces agrocarburants dont on parlait qui sont en général juste qui vont juste valider cette agriculture intensive actuelle. Et puis on a le bois énergie qui déforeste, ou en tout cas qui simplifie grandement nos forêts. Donc on est quand même un peu dans la merde d'un point de vue de nos énergies. Donc le photovoltaïque, c'est quand même une forme de moindre mal, même si elle est, je suis d'accord avec toi, loin d'être vertueuse. La question c'est vraiment où et comment on la met. Et du coup, l'agrivoltaïsme, moi j'ai envie de dire, servons-nous-en pour accélérer la transition agroécologique. En fait, on a quand même ces centaines de milliers d'hectares de maïs, de blé, de colza intensifs avec des rotations ultra simplifiées, plus du tout de haies, plus du tout de bandes enherbées, des pesticides à n'en plus vouloir, des engrais à n'en plus vouloir. Effectivement, conditionnons cet agrivoltaïsme à une transition agroécologique des paysans, des agriculteurs qui sont là et disons, bah voilà, ça va être la condition, vous faites ça, mais vous passez en bio et vous diversifiez vos cultures et l'agrivoltaïsme va vous assurer une sécurité de revenus pendant cette transition, en plus des aides de l'État qui existent mais qui sont relativement faibles. Et là, on pourrait imaginer un système d'agrivoltaïsme qui soit un moindre mal et auquel on ajoute plein de mesures écologique. Ce ne sera pas parfait, mais c'est peut-être un peu la seule chose vers laquelle je pense qu'on a un petit espoir. Mais pour l'instant, on ne va pas trop vers là actuellement. Ah oui, j'avais un exemple, tout à fait. Alors, je ne vais pas le défendre parce que je suis vraiment, c'est pas mon rôle, mais c'est au CNP, on voit pas mal de projets. Et finalement, là, typiquement, un projet sur lequel on a donné un avis favorable après pas mal de réflexions. C'est un grand projet dans les Landes qui s'appelle Terre Arboots, que moi-même j'avais attaqué au début parce qu'ils n'avaient pas sollicité de dérogation espèces protégées. Finalement, ils en ont sollicité une. Donc, ils ont été obligés de se mettre un peu à niveau, de se questionner sur leurs impacts environnementaux, surtout sur les impacts sur la biodiversité. Et là, on est sur un cas particulier de deux grandes aires d'alimentation de captage extrêmement polluées par les agriculteurs, par les pesticides, notamment dans les Landes. Et obligation par décret, par arrêté ministériel de cesser l'emploi de pesticides. Sauf que entre un arrêté ministériel et comment on fait, il y a un petit gap. Alors les agences de l'eau peuvent aider, elles ont aidé dans le coin, mais il y a une trentaine d'agriculteurs concernés qui se sont dit, en fait, ils ont créé une association et pour opérer leur transition vers du bio et vers la polyculture élevage, ils avaient peur en fait parce qu'ils ont su faire que du maïs toute leur vie et clairement c'était un grand plongeon vers l'inconnu et pour eux, pour les rassurer, ils se sont dit on a besoin d'une source de revenus sûre et à peu près sécurisée, agrivoltaïque, donc du photovoltaïque. Donc au début, moi j'étais un peu choqué par ce projet, mais quand on voit d'où on part et ce vers quoi on va arriver, si vraiment ils font ce qu'ils ont prévu de faire, et si en plus ils mettent en œuvre tous les suivis qu'on leur demande de faire pour vérifier que ça marche bien et toutes les mesures écologiques entre guillemets à côté de gestion des prairies, d'implantation de haies, de mares, il y a beaucoup de plantations linéaires de haies, etc. On va potentiellement se retrouver vers un système qui va quand même accroître la biodiversité et qui va avoir une sorte de virtuosité, enfin d'être un peu plus vertueux d'un point de vue de la production agricole locale. C'est pas la panacée. Moi, je préférerais qu'on n'ait pas besoin de ça pour faire une transition agroécologique. Mais néanmoins, je me dis qu'on va tellement lentement dans cette transition agroécologique, elle advient tellement peu que si jamais on peut l'accélérer avec cet agrivoltaïsme, dans certains cas, ça peut être acceptable. Je reprends le micro. Vous aurez noté qu'il y a une espèce de gradation de la critique, comme ça. Donc je vais encore vous emmerder. Oui, je voulais revenir sur l'agrivoltaïsme, là, qu'on présente toujours comme une solution, mais pour moi, c'est un peu un plat sur une jambe de bois, quoi. C'est-à-dire que il y a des problèmes dans le monde agricole et ces derniers temps, on en entend beaucoup parler. Il y a des problèmes de paysans qui n'arrivent pas à vivre de leur métier, de revenus, d'accès au foncier, de renouvellement des générations, etc. Moi, je pense pas que l'agrivoltaïsme ce soit la solution, quoi. C'est une solution de très court terme, encore une fois, qui va mettre des pansements, mais qui résout pas le problème à la racine, quoi. Moi, j'ai assisté aux assises françaises de l'agrivoltaïsme qui avaient lieu pas très loin de chez moi par hasard. Donc, c'était organisé par le lobby de l'agrivoltaïsme, je ne sais plus comment ça s'appelle, France Agrivoltaïsme,
Voilà, donc on a eu des belles histoires d'agriculteurs, de gens qui avaient pu faire la transmission grâce à l'agrivoltaïsme parce que ça ramenait un peu les sous, parce que sinon il n'y aurait pas eu de reprise de ferme possible. Des gens qui cherchaient du foncier, des éleveurs qui donc ont pu, grâce à l'agrivoltaïsme et en étant l'éleveur d'un propriétaire qui voulait installer des panneaux, d'avoir accès à du foncier, etc. Donc très bien, hein, ça c'était la partie sympa de l'iceberg. Mais je pense que ça pose aussi beaucoup de questions, l'agrivoltaïsme sur l'accès au foncier. Enfin, vous vous mettez dans la situation où il y a un propriétaire foncier qui a beaucoup d'hectares entre les louer à un jeune agriculteur qui s'installe, qui a pas de foncier, donc au tarif du fermage, hein, c'est quelques centaines d'euros par hectare et par an, ou alors recevoir le loyer que lui versera un développeur photovoltaïque. Là, on est plutôt sur 3, 4, 5, 6 000 euros. En fait, il n'y a pas photo, quoi. Il va aller vers le gars qui lui propose la somme la plus importante. Donc problème d'accès au foncier. Au niveau de la répartition des bénéfices, du coup nous on a un peu cherché, parce que j'ai posé la question là au congrès de l'agrivoltaïsme, mais par rapport au bénéf là, qui gagne quoi dans l'histoire quand vous avez le maire ou l'agriculteur et puis l'industriel. Alors je sais qu'il y a des coûts importants, hein, c'est très capitalistique comme investissement au début de monter une centrale solaire. Mais retenez juste ce chiffre, donc j'ai fait tous mes calculs, le machin, j'ai appelé des copains qui bossaient aussi pour des développeurs, je fais un peu mon espion, je me suis senti bizarre d'ailleurs. Et du coup à la fin, si on considère que la centrale elle dure 30 ans, vous prenez un niveau d'ensoleillement à peu près moyen sur la France, avec des charges aussi que moi j'ai fait plutôt fourchette haute à chaque fois, donc on paye tous les employés, l'entretien, les trucs, tout ça, l'investissement du début, et ben on gagne en profit net 1 million d'euros par hectare sur 30 ans. D'accord, c'est pas 1 million d'euros par an, c'est 1 million d'euros par hectare sur 30 ans. Là, ce que touchent après les agriculteurs ou les mairies, c'est genre 1/100 de ça, quoi, en général. Donc la répartition des bénéfices, elle est ultra inégalitaire. Il faut juste savoir ça aussi. Et je pense que alors ce serait cool que ce soit l'agroécologie qui soit promue à travers ce truc-là, mais en fait c'est pas l'objectif. L'objectif il est avant tout financier. Je vous apprends rien ce soir. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'on pense de ces projets-là ? Moi je pense que c'est avant tout une opportunité financière et qu'on vient surfer sur soit la misère des paysans qui ont du mal à vivre de leur métier, soit la misère des petites communes qui n'ont plus de ressources, quoi. Voilà, et après on leur dit que c'est vert et puis on déroule l'argumentaire derrière, mais bon, voilà. Oui, Christian, vous voulez intervenir ? Oui. Oui, j'aimerais bien réagir. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que pour protéger les espaces naturels agricoles et forestiers contre le faux PV au sol, qui va y faire des dégâts importants au niveau de la biodiversité, je pense que l'agrivoltaïsme est le mieux placé. Parce que si on fait ça sur les terres agricoles qui sont déjà très anthropisées, on attaque beaucoup moins le capital de biodiversité que tout ça. Il y a une phrase que j'entends souvent, on va quand même pas mettre des panneaux sur toutes les terres. Mais bien sûr que non, on ne va pas mettre des panneaux sur toutes les terres. Pour une raison extrêmement simple. Je ne sais pas si vous savez combien d'hectares d'agrivoltaïsme il faudrait pour produire autant d'électricité que toutes nos centrales nucléaires actuelles. C'est pas beaucoup, c'est 300 000 hectares. Avec 300 000 hectares d'agrivoltaïsme, on produit autant d'électricité que tout notre nucléaire actuel. Et je ne sais pas si vous avez vu la prise de position d'EDF il y a quelques jours, qui s'inquiète de la montée en puissance du photovoltaïque en France. Parce qu'on a une surproduction électrique à certains moments, parce que les centrales nucléaires ne sont pas pilotables et qu'on ne peut pas les freiner en milieu de journée quand on a une grosse production de PV, d'électricité PV. On est passé sur des tarifs négatifs d'électricité, je ne sais plus combien de fois en 2024, mais ça devient récurrent. Alors ça, c'est des problèmes de gestion du réseau, de stockage, etc. Je ne vais pas l'aborder maintenant, mais ça veut très bien dire. La chose importante, le message que je veux dire, c'est que non, l'agrivoltaïsme ne va pas sauver l'agriculture, parce que l'agrivoltaïsme va concerner une fraction extrêmement faible du territoire agricole français. 300 000 hectares, c'est moins d'1% de notre SAU. Ça veut dire que très peu d'agriculteurs vont avoir d'agrivoltaïsme. Et en fait, la frénésie des développeurs à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont très bien compris ça. Ils ont très bien compris que le gâteau agrivoltaïque est très petit et qu'il
va falloir le partager. Et c'est la grande question, c'est comment on le partage. Comment on le partage spatialement entre les différentes régions françaises, entre les différents agriculteurs, entre les propriétaires et les agriculteurs. Et c'est là qu'on a la clé du succès de l'agrivoltaïsme. Et en tout cas, dire que l'agrivoltaïsme va sauver l'agriculture, c'est archi faux. Mais la rente agrivoltaïque qui va revenir à l'agriculture ne sauvera rien du tout. Donc il faut qu'on conserve des systèmes agricoles productifs et que les agriculteurs vivent de leur production agricole. Ça, c'est très important. Alors, là-dessus, quand on a dit ça, on se rend compte que si on a un objectif, mettons, de 100 000 hectares d'agrivoltaïsme en 2050, ce qui paraît cohérent avec les projections de la DPE qui ont été évoquées tout à l'heure, 100 000 hectares, ce n'est que 1000 hectares par département. Et 1000 hectares par département, si on fait des projets de 100 hectares, c'est que 10 agriculteurs par département. Et donc, ça sera quelque chose d'extrêmement élitiste, une rente qui ne bénéficiera qu'à quelques-uns, ceux qui sont notamment proches des postes de raccordement au réseau RTE. Et c'est ça qu'il faut éviter, parce que ça, c'est socialement totalement inacceptable. Et c'est là qu'on passe sur le sujet majeur de l'agrivoltaïsme. Agnès Pannier-Runacher l'avait très bien dit, l'agrivoltaïsme, c'est un problème de partage de la rente. Il faut savoir comment on rend le système acceptable socialement pour qu'il bénéficie à tout le monde et pas à quelques privilégiés qui deviennent des rentiers dans leur coin. Et c'est là-dessus qu'on travaille actuellement et qu'il y a beaucoup de départements qui ont pris des décisions très fortes de limiter la dimension des projets, d'imposer le partage de la valeur entre le propriétaire, l'agriculteur et tous les agriculteurs du département. Et ça peut changer complètement l'approche qu'on peut avoir des projets. Juste par rapport à ce que vous venez de dire, dans votre esprit, qu'est-ce qui peut limiter le développement de l'agrivoltaïsme? Parce que pour le moment, on assiste à une multiplication des projets. Donc ça sera limité par quoi? Par l'acceptabilité sociale, par la technique, par quoi? Non, ça sera limité par l'excès de production électrique. Ça va très vite arriver. Aujourd'hui, on a plus de 1000 projets en instruction en France pour les permis de construire, qui représentent à peu près 10 000 hectares. Avec ça, on a déjà 10% de la capacité installée dont on a besoin en agrivoltaïsme. Donc, très rapidement, les prix d'électricité vont baisser et on n'aura plus de projets agrivoltaïques de type industriel qui seront compétitifs. C'est pour ça que moi, je défends beaucoup le petit agrivoltaïsme paysan qui, lui, aura une autre fonction que fournir le réseau de l'énergie. On va vous proposer de donner la parole à la salle. Ah ouais, est-ce qu'il y a des questions? Je crois. Bah oui. Moi, je voudrais avoir une idée de la part actuelle de l'agrovoltaïsme par rapport au photovoltaïque en général. Est-ce que c'est une grosse ou une petite proportion? Et est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été fixés en matière de développement du photovoltaïsme au niveau législatif ou réglementaire? Et puis une remarque plus générale, moi je préfère quand même les marchands de soleil aux industriels du pétrole, du charbon, du gaz et du nucléaire. Ça me semble quand même un moindre mal. Mais c'est un point de vue purement personnel. Oui, merci. J'ai l'impression dans la salle, il n'y a pas beaucoup de juristes, mais surtout des scientifiques. La question que je me pose, c'est que... Donc, il me semble que dans la salle, il n'y a pas de juristes, ou très peu, mais essentiellement des scientifiques, chacun dans leur domaine. Je me dis que le juriste, c'est à lui de trouver les moyens pour que les grands céréaliers qui polluent les nappes phréatiques dans la Beauce ou dans d'autres plaines se voient contraints d'installer des panneaux photovoltaïques au moins sur une partie de
leur exploitation. Voilà. Du coup, ma question, c'est quels sont les mécanismes juridiques qui permettent justement de réguler et d'imposer et de définir les endroits où on pourra installer des panneaux photovoltaïques et les endroits où on ne pourra pas. Parce que quand j'entends que maintenant, en fait, on va essayer d'installer des panneaux photovoltaïques dans des prairies, des friches ou en enlevant des arbres, je me dis, c'est vraiment, mais là, on tombe sur la tête, quoi. On n'a encore toujours rien compris en France, quoi. Donc c'est dingue. Oui, on a 2 questions, puis après, je reviens vers vous. Vous prenez 2 questions, qui répondent? Je peux commencer vaguement. Donc peut-être que Christian aura des chiffres plus précis. Il faut savoir qu'en ce moment, on a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours de consultation, qui va être élaborée dans l'année avec beaucoup de retard. Donc justement, c'est elle qui va déterminer les chiffres jusqu'en 2035 et les objectifs. Pour l'instant, on avait un objectif de 100 gigawatts de photovoltaïque à l'horizon 2050. Là, ils sont en train de faire passer cet objectif de 100 gigawatts à l'horizon 2035. Donc ça va aller assez vite et potentiellement 140 en 2050. C'est pas encore clair, il y a des annonces comme ça, mais voilà, c'est à peu près sûr qu'on aura 100 gigawatts. À la fin de 2023, on était à 20. Donc là, il en reste 80 en 10 ans. Donc c'est 80 gigawatts. Il faut savoir qu'un mégawatt, c'est à peu près un hectare. Donc 1 gigawatt, c'est à peu près 1000 hectares. Donc 80 gigawatts, c'est à peu près 80 000 hectares. Et comment on les répartit? L'idée, c'est qu'il y en ait la moitié qui soit sur les toits et la moitié qui soit au sol, pour l'instant, du point de vue de ce que nous a dit la Direction générale de l'énergie et du climat. Donc ça en ferait 40 000 au sol d'ici 2035. Ce qui n'est pas clair, c'est est-ce que c'est au sol, ça inclut les parkings ou pas. Donc c'est un peu là-dessus que nous on fait pression pour que ça inclue les parkings, parce qu'on dit attention, les parkings, il y a potentiellement la moitié qui pourrait être sur les parkings. Et donc, il resterait potentiellement que 20 000 hectares si on veut atteindre ces 100. Et après, dans un second temps, s'il y en a 40 à ajouter ou pas, selon les arbitrages énergétiques des prochaines PPE, est-ce qu'on les fera aussi sur de l'agricole. Mais nous, on dit bien, mettons-les en priorité vraiment sur les toits, sur les parkings. C'est là que ça a le moins d'impact. Et sur l'agrivoltaïsme, pour l'instant, il y en a peu. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques années, 2-3 ans, on évitait les zones agricoles et les appels à projets étaient seulement sur les zones naturelles ou sur les friches. Et donc, sur les 20 gigawatts, mais peut-être que Christian a les chiffres, mais je pense qu'il y en a 1,5 en vrai agrivoltaïsme, peut-être 2, mais pas plus. Par contre, l'idée, c'est d'aller maintenant majoritairement sur l'agrivoltaïsme pour les projets au sol. Sur la question juridique, Christian en a, Clément en a parlé, excuse-moi. Il y a depuis la loi d'accélération de production des énergies renouvelables, loi de 2023, cette obligation des collectivités locales de déployer leur zone d'accélération des énergies renouvelables. Donc ça, c'est une obligation qui est dans la loi et ils doivent, après des concertations citoyennes, qu'ils ne font pas tous, choisir les meilleurs endroits pour placer cette énergie. Sauf que la question là, c'est comment les élus sont éclairés pour faire les bons choix, comment les citoyens sont éclairés pour faire les bons choix et quels sont les jeux d'influence qui se jouent à l'échelle des communes où on sait bien que les conseils municipaux parfois sont investis par des gens qui ont des propres intérêts, qui sont des grands propriétaires terrains des communes et qui vont eux-mêmes avoir une rente très importante liée au projet agrivoltaïque. Donc il y a vraiment un vrai sujet pour le coup là d'inéquité dans ces décisions. C'est un peu n'importe quoi ce qui a été fait sur ces zones d'accélération des énergies renouvelables, mais en tout cas on a vraiment pas mal de lois qui sont sorties ces derniers temps pour essayer de cadrer au mieux, de réguler un petit peu, de cadrer un peu plus et de réguler un petit peu plus ce Far West. Je vous ai parlé de la limitation à 25 hectares de défrichement pour qu'on puisse plus faire des grands projets de déboisement. Néanmoins, comme Clément l'a rappelé, ce qu'ils font, c'est qu'ils font 4 projets, au lieu d'en faire 4 projets de 24 hectares, avec des demandes d'autorisation successives, comme ça ils sont dans les clous. Donc en fait, on peut, c'est toujours le chat et la souris, la loi et la manière dont on le contourne, c'est comme l'évolution naturelle, globalement. Mais donc on a quand même beaucoup d'outils juridiques. Je pense que là, c'est pas forcément de nouveaux outils juridiques dont on a besoin. Christian a montré qu'ils étaient un peu inadaptés, qu'en tout cas, on avait cette obligation de ne pas diminuer de plus de 10% la production agricole sur les zones agrivoltaïques. Donc potentiellement, on a un droit qui pourrait cadrer bien. Par contre, on n'a pas de contrôle, en fait. On a très peu de contrôle. Je vous ai parlé tout à l'heure des dérogations espèces protégées. Les services de l'État n'ont pas les moyens de contrôler. On voit en ce moment l'Office français de la biodiversité qui est décrit dans tous les endroits. Eh bien, ces grandes centrales qui doivent mettre en place des mesures écologiques de compensation, voire de réduction avant, eh bien, en fait, dans la plupart des cas, ils vont même pas s'embêter à les mettre parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de contrôle. Donc, c'est pas tant un problème de législation que d'application. Et voilà. En tout cas.
Alors. On va passer là. Je pense peut-être que Christian aura des choses à nous dire. Juste, je rebondis d'abord. Clément aussi, alors c'est bravo. Donc juste pour compléter ce que vient de dire Maxime, c'est vrai qu'on est dans un grand Far West, la logique de marché, etc. Moi, j'ai noté quand même que le parc naturel régional du Haut-Jura a établi des recommandations justement sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, grosso modo, il a recommandé de mettre plutôt le photovoltaïque sur les toits, etc. Enfin, en tout cas, il y a quand même quelques instances qui commencent à se saisir de la question. Mais c'est vrai que jusqu'ici, c'était un sujet dont on parlait peu et qui, en plus, peut-être aussi divisait les écologistes. Je vais donner la parole à Christian, peut-être pour répondre à ces deux questions. Donc, sur la part de l'agrivoltaïsme dans le photovoltaïsme et aussi les instruments de régulation. Oui, alors, moi je pense qu'elle devrait devenir dominante. Moi, je milite pour l'interdiction pure et simple du photovoltaïsme dans les espaces naturels, agricoles et forestiers. Je pense que ça, c'est vraiment pas vertueux du tout, et que ça devrait être complètement interdit. Donc ce photovoltaïque appelé compatible dans le décret d'application, je trouve qu'il est absolument mesquin. Et en fait, toutes les grosses critiques que j'ai entendues jusqu'à maintenant de la part de mes collègues, c'est vraiment celui-là qu'on attaque le plus, qui pose des gros problèmes. Donc l'agrivoltaïsme, je pense qu'il a une chance. Alors, il faut quand même parler du prix de l'électricité qu'on produit avec tous ces systèmes. Aujourd'hui, vous avez vu que le prix de l'électricité a beaucoup baissé en 2024 par rapport à 2023-2022, que pour être compétitif sur le marché électrique, il ne faut pas produire de l'électricité trop chère, ça c'est un vrai problème, que l'électricité trop chère coûte aux citoyens français, à l'État, puisqu'il y a des tarifs réglementés qui sont relativement coûteux pour l'État et qui vont disparaître. Donc on est obligé d'aller vers quelque chose qui ne sera plus subventionné d'ici 2-3 ans, à mon avis. Et donc, quand on regarde les coûts de production de l'électricité, le plus cher, c'est les toits, et surtout le petit résidentiel, les maisons. Et les maisons, là, on produit une électricité à 180, 200 euros le mégawatt. Donc c'est une électricité extrêmement chère. Alors, quand on passe sur les grandes structures, les toits industriels, les grands parkings, etc., on arrive. Et quand on passe à du PV au sol classique, on tombe aux alentours de 80 euros le mégawatt en France. Les Allemands sont plutôt à 60. Donc on a une électricité qui est beaucoup moins chère sous le PV au sol. Et c'est pour ça que tout le monde s'excite et aimerait pouvoir en mettre partout. Et puis l'agrivoltaïsme, où est-ce qu'il est là-dedans? Il est plus cher que le PV au sol, parce qu'on a des structures surélevées pour pouvoir cultiver dessous, parce qu'on a moins de panneaux à l'hectare, parce qu'on a moins d'économie d'échelle, etc. Et donc le PV au sol, l'agrivoltaïsme aujourd'hui, c'est entre 100 et 140 euros le mégawatt selon les technologies. Donc c'est moins compétitif que le PV au sol, c'est clair. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est que par rapport à une centrale au sol classique, où vous mettez 5000 m² de panneaux par hectare à l'hectare, vous pouvez produire exactement la même quantité d'électricité en faisant une centrale agrivoltaïque sur 2 hectares. Et en agrivoltaïsme, la surface n'est plus limitante, puisqu'on a besoin que de 100 000 hectares, alors qu'on en a 25 millions en France. Donc ce n'est pas une question de surface, c'est une question de technique. Il faut arriver à proposer des techniques qui soient vraiment compatibles avec l'activité agricole et qui ne la remettent pas en cause et pour laquelle l'agriculteur ne soit jamais incité à arrêter de cultiver. C'est ça vraiment l'enjeu de l'agrivoltaïsme. Et dans ce cas-là, je crois que Maxime l'a très bien dit, on devrait pouvoir produire 40 à 50 gigawatts crête, avoir 50 gigawatts crête d'installés en agrivoltaïsme d'ici 2050. Alors, il y avait une question sur le juridique. Est-ce qu'il y a des instruments de régulation? Donc, je sais qu'il y a des associations qui attaquent en justice effectivement des projets, notamment la Confédération paysanne et des associations de protection de la nature et de l'environnement qui attaquent les projets au coup par coup. Et je crois aussi que la Confédération paysanne a attaqué il me semble, le décret qui dit qu'en dessous de 6 hectares, il n'y a plus besoin de permis de construire. Enfin, voilà. Mais est-ce qu'il y a des instruments juridiques qui existent? Écoutez, il y a quand même quelque chose de majeur dans ce système, on n'en a pas parlé ce soir, c'est le rôle de la Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.
C'est une commission départementale qui regroupe les services de l'État, les agriculteurs, et qui a un pouvoir de vie et de mort sur les projets agrivoltaïques aujourd'hui. Un avis négatif de cette commission condamne un projet. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose de typiquement français, qui s'est développé depuis 6 mois. C'est une sorte de régionalisation des règles. C'est-à-dire que chaque département, et c'est en général mené par la Chambre d'agriculture, définit sa propre déontologie. Aujourd'hui, tous les départements bretons ont décidé de limiter les projets à 1 mégawatt crête, c'est-à-dire à 2 hectares. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors, ça nous a été présenté par la TCA, la journée sur l'agrivoltaïsme, où Sébastien Windsor nous a présenté la carte de France des contraintes à l'agrivoltaïsme élaborée par les chambres d'agriculture. On a une carte de France incroyable, avec des départements où les projets sont limités à 1 mégawatt crête, d'autres à 20, d'autres à 30, d'autres à 5, etc. On a des départements qui imposent le partage entre les agriculteurs et les propriétaires. On a des départements qui imposent le partage de la valeur avec tous les agriculteurs du département. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électriciens, les compagnies électriques qui vont se voir refuser leur permis de construire à cause de l'avis négatif de la CDPENAF vont attaquer en justice. Parce que ça veut dire que la loi n'est plus la même dans les départements voisins. Et que si le projet avait été 5 km plus loin dans le département voisin, il aurait pu être accepté alors qu'il ne l'est pas. Et donc on va, de mon point de vue, vers une judiciarisation du dossier, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de recours juridiques. Et ça, c'est pas bon du tout. Et c'est pourquoi, c'est pour ça, et la raison, c'est que la loi et surtout le décret sont très mal faits. Donc j'espère qu'on va réussir à faire évoluer cette loi et ce décret assez rapidement. Alors, il y a plein de questions dans la salle et Clément voulait répondre aussi, alors très rapidement. Très rapidement sur la question régulation juridique, pour vous raconter le cas de Cruis, donc le projet de centrale dont on parle dans le livre, il y a eu des recours sur les espèces protégées, donc parce qu'il y a des dérogations espèces protégées qui n'avaient pas été accordées alors que les espèces avaient été observées par des naturalistes qui sont passés après ceux de l'entreprise. Donc le projet, il a été déclaré, là c'est une victoire, il a été déclaré illégal par la cour administrative. Donc en fait elle a attaqué les dérogations de l'ADREAL en disant que c'était pas justifié de les donner, et pour autant la centrale est toujours en fonctionnement. Donc là on retrouve cette tension en fait entre la loi et son application. Le code de l'environnement, il n'a pas la même valeur que le code civil a priori dans les tribunaux. Enfin, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. C'est des questions assez politiques aussi. Donc c'est pas parce que c'est marqué dans la loi ou dans le code de l'environnement que c'est nécessairement appliqué. Voilà. Dans le livre, on raconte un peu comment, enfin un peu les. Moi du coup, j'ai commencé le livre au procès, donc j'ai eu accès à tous ces trucs-là et c'était assez intéressant. Sur la question de la FNSEA, juste 2 infos que je peux donner, c'est que les coprésidentes du lobby France Agrivoltaïsme, donc a priori plutôt favorable à ces installations-là, et je crois que, alors ça sera peut-être confirmé ou pas, ça bénéficie surtout aux gens qui ont de la surface, hein, c'est-à-dire que le gars qui s'installe en permaculture sur 1 demi-hectare, il va pas trop intéresser les développeurs, donc c'est pas forcément cette agriculture-là paysanne de petite surface qui va être favorisée. Les développeurs vont plutôt s'adresser à des gros céréaliers, à des gens en tout cas qui ont de la surface, donc c'est pas dit que ça bénéficie, en tout cas c'est pas le premier retour là d'expérience, que ça bénéficie aux petits, à une autre agriculture, hein. C'est comme, je sais pas, en Beauce, on voit que c'est la fleuriste, les éoliennes, en fait c'est des gens qui ont déjà des exploitations qui rapportent pas mal parce que la terre est bonne et puis que c'est des fermes avec un grand capital. Voilà. Et la FNSEA, c'est aussi plutôt, alors là on rentre dans des débats peut-être plus politiques, mais le syndicat des exploitants qui ont aussi pas mal de surface, qui bénéficient des aides PAC et du fonctionnement du système PAC tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, quelques éléments de réflexion. Oui, moi je voudrais revenir au CDPENAF, qui sont donc des commissions départementales, où effectivement les chambres d'agriculture siègent avec des notaires, avec un certain nombre d'élus de grandes et de petites communes, mais il y a aussi 2 associations d'environnement dans chaque département, plus une organisation nationale à vocation agricole et rurale. Moi qui suis à Terre de Liens, on est dans une 30aine de CDPENAF, et ce point d'équilibre
départementale, il y a sans doute beaucoup d'inconvénients, mais il y a un gros avantage, c'est celui de la transparence et de la mise au jour des données sur les projets dans les départements. Et effectivement, on va, au Île-de-France, mener une étude dans les mois qui viennent sur les projets déposés en CDPENAF francilienne pour faire une analyse un peu précise de ce qui s'y passe. Et ce nouveau point d'équilibre réglementaire dans les départements, c'est quand même une avancée relative et tout à fait intéressante puisqu'elle met au jour des données qu'on n'avait pas jusque-là. Donc plutôt une remarque sur le rôle bénéfique des CDPENAF. Comités départementaux des espaces naturels et forestiers. Voilà. Allez-y. Je vais rebondir sur la remarque de monsieur sur la CDPENAF, sur les personnes qui siègent, et également rebondir sur ce qui était dit sur la marée, le tsunami de recours auquel il faut se préparer. En fait, il faut savoir qu'effectivement, il y a des gros enjeux politiques, des jeux d'influence en CDPENAF avec différents intérêts, des intérêts de comités qui vont vouloir réduire les projets avec une protection de la nature. Dépendamment de la couleur de la chambre d'agriculture, il va y avoir un aspect favorable. Alors je n'ai pas le nom de monsieur en visio. Christian Dupras. Monsieur Dupras a soulevé un élément très important, c'est qu'on s'apprête à avoir une uniformisation de la pratique d'un point de vue national. Effectivement, l'aspect départemental ou régional peut avoir un intérêt ou peut être charmant sur le papier, mais en fait, par exemple, si on regarde les gros investisseurs dans le domaine de l'agrivoltaïsme, je ne sais pas si vous êtes informé de la transaction des Neoen en 2024 qui a été achetée près de 3 milliards d'euros par un énergéticien canadien. Alliage à Claes, en fait, tout est déjà fait. Le nombre de surfaces qui ont été prises à bail en France correspond plus ou moins à la surface de l'Aquitaine. Enfin, c'est gigantesque. Et donc aujourd'hui, on est en train de pinailler, et ce n'est pas du tout réducteur sur l'aspect efficace de telle ou telle pratique, mais en fait, aujourd'hui, les énergéticiens, je suis un ancien énergéticien, c'est pour ça que je vous dis ça, et je fais partie des mauvais garçons, maintenant repentis, mais pour autant, il faut savoir que les énergéticiens ont déjà réfléchi à tout ça, ils savent comment se comporte le marché français. Par exemple, si on prend l'exemple du marché anglo-saxon, en Angleterre, le réseau est saturé. Alors, la question du réseau a été abordée, je suis désolé, ma question, ma remarque est un peu longue, mais j'essaye de donner un avis un peu différent de tout ce qui est présenté aujourd'hui, parce que je fais partie de cette industrie, et c'est intéressant de pouvoir l'aborder. Le marché anglo-saxon, anglais, est complètement saturé, il n'y a plus aucun projet qui peut sortir, il en va de même aux Pays-Bas, l'Allemagne est sur le point d'arriver à ce schéma-là. La question des postes de source et des points de raccordement réseau est un élément crucial dans le développement de cette industrie. Aujourd'hui, le réseau est presque déjà préempté par les industriels, parce qu'il y a des points de raccordement, des points de piquage, des points de raccordement prévus. Donc, en fait, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si tel et tel projet est bon ou pas. En fait, il va y avoir énormément de projets qui vont passer, et on aura légalement, même physiquement et humainement, pas les moyens de les contenir. Donc ils vont être limités par le réseau, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, que les projets vont être limités par les réseaux qui ne pourront pas les accueillir. Alors oui, il y a une question de réseau, il y a une question de facilité. En fait, un industriel qui se développe sur le marché, il va au cashback le plus rapide. En fait. Il faut que l'investissement soit rentable le plus rapidement possible. Donc là où un département ou une région va autoriser tel et tel projet, les industriels vont s'y intéresser. Ensuite, il va s'intéresser à des zones où le réseau a une capacité d'accueil plus forte, parce que historiquement,
la Chambre d'agriculture ou la CDPNAF étaient défavorables, mais le jour où politiquement cette CDPNAF va switcher, en fait, va passer du côté favorable à ces projets-là, le foncier aura déjà été passé sous promesse de bail depuis très longtemps. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être des gens qui n'ont pas posé de questions encore. Bonjour, merci. Une question qui s'adresse à Christian Dupraz plus précisément, concernant les subventions, parce que vous aviez évoqué le fait que les subventions potentiellement diminueraient, voire seraient totalement supprimées d'ici 2 à 3 ans. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, le prix de revente est garanti pendant 20 ans. Donc est-ce que, lorsqu'on revend du PV, de l'électricité produite par le PV, donc je voudrais savoir si vous pourriez donner plus d'informations sur ce sujet-là. Merci. Christian, est-ce que vous avez entendu la question? Non, c'était une question sur les subventions. Et puis, ça y est, j'ai oublié. Peut-être qu'il faut prendre le micro. On peut, c'est avec votre micro. C'était une question par rapport aux subventions et aux tarifs de revente qui étaient garantis pendant. On va changer le micro, est-ce qu'il entend celui-là? Merci. Bonjour, Monsieur Dupraz, est-ce que vous m'entendez? Ok. Ah oui. Bonjour. Je voudrais savoir, donc vous aviez parlé des subventions qui seraient diminuées, voire supprimées d'ici 2 à 3 ans. Et moi, il me semblait que pour l'instant, le tarif de revente, lorsqu'on revendait de l'électricité à partir du PV, était garanti pendant 20 ans. Donc est-ce que vous pourriez donner plus de précisions sur ce sujet-là? Merci. Alors là, vous me faites sortir de mon domaine de compétences, c'est jamais très bon. Je reste un agronome des cultures. Et évidemment, j'entends beaucoup parler des problèmes de coûts d'électricité, de tarifs de raccordement, des appels d'offres, etc., de la CRE. Vous savez qu'il y a surtout une revendication de la profession pour avoir un appel d'offres spécifique à l'agrivoltaïsme, parce qu'aujourd'hui, l'agrivoltaïsme est écartelé entre l'appel d'offres PV au sol et l'appel d'offres PV sur bâtiments et ombrières. Et c'est très compliqué à gérer, et ça donne des compétitions très bizarres entre les projets d'ombrières sur les parkings de supermarchés et puis les projets agrivoltaïques. Et on n'arrive même plus à identifier les projets agrivoltaïques dans les listes de lauréats des appels d'offres de la CRE. Donc tout ça va évoluer, mais je ne suis pas un spécialiste du réseau électrique, donc je ne voudrais pas répondre vraiment à ça, mais ce que je sais, c'est que dit tout le monde, c'est que les filières renouvelables doivent se préparer à vivre dans un environnement non subventionné. Est-ce qu'il y a une autre question ou... Oui. Sinon, je peux encore faire une toute petite intervention. Allez-y. On n'a pas parlé de l'ADEME et du rôle de l'Observatoire de l'agrivoltaïsme qui est en train d'être mis en place. Et je voudrais juste faire un tout petit point là-dessus. Vous savez que la loi va imposer à tous les exploitants de centrales agrivoltaïques de remonter des données annuellement à l'ADEME sur la production électrique et surtout agricole de leurs centrales. Or, pour moi, c'est une des faiblesses majeures du décret d'application de la loi APER, ce sont des remontées déclaratives. C'est-à-dire qu'on n'aura aucun contrôle sur la qualité des mesures. Et cette idée de vérifier que les centrales agrivoltaïques restent agrivoltaïques en regardant, en mesurant la production agricole sur une parcelle témoin et sous la centrale est pour moi totalement farfelu. Je vous dis pourquoi, c'est que quand j'en parle à un agriculteur, il me dit oh, s'il faut prouver que ça pousse mieux sous les panneaux qu'à l'extérieur, c'est facile. J'oublierai l'engrais à l'extérieur, il y a tous les moyens possibles pour prouver que sur le témoin, ça pousse moins bien que sous les panneaux. Nous, c'est notre métier, moi je fais ça depuis 30 ans, 40 ans, des expériences où on compare des rendements avec des arbres sans des arbres, avec des panneaux sans des panneaux. C'est extrêmement compliqué de le faire de manière objective, en étant sûr que le sol est le même, etc., que l'histoire est la même. Et je vais vous donner un exemple typique de ce qui va biaiser tout ça. C'est que quand vous construisez la centrale, vous stockez les matériaux et les engins à côté de la centrale. Et c'est là qu'on va mettre le témoin agricole. Ça sera des sols massacrés, compactés, où les rendements seront faibles, et donc ils seront meilleurs sous les panneaux.
mais c'est totalement biaisé. Donc cette idée de pouvoir contrôler les projets a posteriori par la production agricole mesurée est pour moi totalement absurde et insoutenable. Nous, on avait proposé de faire un contrôle en amont, a priori sur une densité de panneaux réduite ou un engagement à laisser de la lumière en culture avec des panneaux mobiles. C'était beaucoup plus simple et ça ne nécessitait pas cette usine à gaz qu'on est en train de faire sur le contrôle de la production agricole dans les systèmes agrivoltaïques. Oui, c'était pour répondre à la question de la jeune femme. Effectivement, ce sont deux notions qui sont différentes. Le subventionnement sur 2 ans va s'éteindre au bout de 2 ans. En revanche, le prix garanti de l'électricité est garanti sur 20 ans, mais il s'agit des prix de rachat de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Et en fait, ce subventionnement, il est contractuel pour 20 ans sur chaque contrat qui est passé. Il ne faut pas mélanger ces deux notions-là qui sont des subventions au départ, à la construction, et des subventions à l'achat de l'électricité. Oui. Je me permets d'essayer d'enfoncer le clou parce que... Si toi tu peux te filmer. Oui, donc je voudrais enfoncer le clou parce que quand même les enjeux qui ont été bien dits au début de cette conférence concernent évidemment l'énergétique, la souveraineté alimentaire, dont on a un peu parlé, et la biodiversité. Alors, Monsieur Dupraz, c'est pas un procès contre vous, avec tout le respect que je vous dois, j'ai beaucoup appris grâce à vous. Peut-être qu'on n'est pas tout à fait la même génération, bref, je ne vais pas rentrer dans la biodiversité. On a déjà commencé la 6e crise d'extinction des espèces. Monsieur Zucca, qui est aussi un spécialiste dans son domaine, donc la biodiversité, l'a rappelé. C'est notre assurance vie à tous. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus tolérer de mettre en danger la biodiversité qui reste sur notre territoire. Donc, je répète ma question, et je pense que je n'aurai pas de réponse aujourd'hui, parce que, encore une fois, à mon avis, il faut que ce soit des juristes et tout simplement une volonté politique pour qu'une grande partie de ces panneaux solaires soient installés dans les champs dans lesquels on ne trouve de toute façon plus aucun papillon, même pas un lapin et encore moins de renard. Donc c'est dans ces plaines-là, j'ai cité la Beauce, il y en a d'autres évidemment en France, qu'on devrait, me semble-t-il, installer en priorité ces panneaux. Donc finalement c'est pas grand-chose, parce que vous citiez je ne sais plus combien, mais vraiment pas grand-chose, finalement 1000 hectares par département. Alors, si la réglementation telle qu'elle est faite aujourd'hui prévoit que ce soit la responsabilité des maires, et puis un petit peu au-dessus la responsabilité des départements, et puis éventuellement celle de la région, enfin bref, donc chacun fait un petit peu ce qu'il veut, d'autant plus que de toute façon les installations débordées, et puis qu'il n'y a plus personne qui fait aucun contrôle en matière de préservation de l'environnement, alors forcément c'est le grand bazar, et c'est toujours pareil, c'est les plus forts et les plus riches qui gagnent, et on continue comme ça. Donc voilà, je reste, voilà, c'est pas que je reste sur ma faim, j'ai appris beaucoup de choses, mais franchement ça me désespère que ça reste comme ça. Voilà, merci. Merci, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est exactement ce que j'ai dit toute la soirée. C'est qu'à mon avis, il faut interdire le PV au sol sur des espaces naturels avec les forestiers. Il ne faut faire que de l'agrivoltaïsme dans des zones qui sont très anthropisées, qui sont les zones agricoles, et avec des systèmes qui respectent la production agricole. Et j'espère que les atteintes à la biodiversité seront très faibles, mais on verra. On fait des études pour ça, et on prendra des mesures s'il y a besoin. Mais voilà, je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, je réponds aussi un tout petit peu, parce que tout à l'heure, j'ai pas très bien répondu à votre interpellation sur le côté juridique. C'est vrai qu'on a un peu trop l'habitude, nous en tout cas, naturalistes, écologues, de voir déjà un code de l'environnement bien fourni et pas appliqué. Donc je dis, déjà commençons par appliquer. Mais effectivement, on peut quand même faire beaucoup plus que l'existant, et clairement, et là, il me semble qu'effectivement, Christian l'a dit quand même, lui, interdire clairement, et non pas mettre cette limite à 25 hectares dans tous les boisements milieu forestier, mais on pourrait choisir d'interdire clairement le photovoltaïque dans telle et telle condition, mais là, clairement, les lobbies du photovoltaïque dont tu as parlé sont quand même très forts et arrivent à peser. Donc là, ils ont quand même eu des vraies défaites dans cette loi à faire, mine de rien, ces 25 hectares, ça leur a fait mal. Neoven, dont tu parlais, c'est eux qui avaient le projet de 1000 hectares en Gironde, qui vont quand même devoir revoir nettement à la baisse. On pourrait aller encore, et c'est clair qu'il faut aller encore plus loin, il faut mettre davantage de limites, de freins juridiques, mais là, on se heurte à
à des grands mastodontes, à des grands lobbies, et moi je suis un peu inquiet. Je vois un peu ce que tu décris. Pour Christian, c'est quelqu'un dans le public qui a témoigné, et je ne vais pas redire à sa place ce qu'il a dit, mais sur le fait que on a toutes ces méga grandes multinationales qui sont déjà, les dés sont déjà jetés, et que globalement, les 40-50 000 hectares, ils sont déjà, avec des contrats tout près, ils ont déjà globalement les collectifs ou les agriculteurs qui sont identifiés, les terres qui sont identifiés. On a bien beau vouloir faire ce qu'on veut, ils sont plus forts que nous. Et c'est de fait ce qu'on constate, nous aussi, dans les projets qui nous arrivent, des trucs complètement déments, et où on sent que tout le monde est dépassé, que les services de l'État sont dépassés, que les préfets sont pressurisés avec des injonctions contradictoires de partout. Donc on se demande effectivement ce qu'on peut bien faire. C'est clair que c'est un peu flippant. Donc là, peut-être qu'on parle un peu dans le vide, mais on est quand même là pour essayer de voir ce qu'on peut limiter comme casse et aussi vous informer, parce que je pense qu'à Paris ou ailleurs, on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe en matière de déploiement du photovoltaïque en France. Et quand même, récemment, je crois que c'est le préfet du Jura qui a interdit, qui a refusé un projet qui devait conduire à une déforestation. Oui, mais après quelle lutte? Donc on est en forêt, on est à Loul, on est dans une forêt ancienne, complètement hallucinant, cette idée de vouloir déposer de forêt dans laquelle il y a du lynx, il y a du tétra. Et donc là, il y a eu des collectifs qui sont battus pendant 2 ans, qui ont réussi à mettre de leur côté, même les élus locaux, tout le monde était contre, les services de l'État étaient contre. Et du coup, au final, le préfet, et aussi parce que nous, au CNP, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a aussi fait une petite pression. Donc au final, le préfet a refusé. Mais vous voyez l'énergie qu'il faut dépenser pour un projet, pendant ce temps-là, il y en a 25 autres, 30 autres qui se font parce qu'on ne peut pas être partout. Mais c'était pas de l'agrivoltaïsme. Non, tout à fait. Une question dans la salle? Oui, en fait, c'était plus, c'est plus une remarque parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu, j'ai l'impression qu'on ne prend pas en compte le modèle de société qu'on veut, quoi. Parce que, quand j'entends qu'on va mettre des panneaux photovoltaïques sur les supermarchés, etc., je me dis, du coup, on va garder les supermarchés, et puis donc, du coup, on va garder les routes, on va garder tout ça. Donc, en fait, pour moi, c'est pas une société écologique quand on pense à tout ça. Et après, moi, je vais faire juste mon prof, je suis prof de physique-chimie. En fait, il faut savoir que l'énergie qu'on consomme, nous, c'est à travers de tout ce qu'on a, les lumières, les déplacements, etc., c'est 50 fois, en fait, l'énergie qu'on consomme en mangeant, quoi. On mange de l'énergie parce que nos aliments, ils contiennent l'énergie qui nous font fonctionner. Donc, en réalité, on pourrait consommer, mais vraiment beaucoup, beaucoup moins d'énergie. Moi, mon idéal, ce ne serait pas du tout des centrales photovoltaïques, quoi que ce soit. Ce serait que les gens ils se réapproprient la notion d'énergie et qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent fonctionner avec beaucoup moins et qu'ils soient... Voilà, donc en fait, là, on est dans un méga système et en fait, ce que disait le monsieur là au fond, ça illustre tout à fait ça, quoi. C'est-à-dire que, en fait, tout va très vite, en fait, on ne prend pas le temps de réfléchir, il y a des milliers de projets là ils sont déjà sur les starting blocks. Donc en fait, on est censé subir tout ça, quoi. Donc voilà, c'est ma réaction, merci. Juste pour compléter et réfléchir, je pense qu'il faut aussi que ça nous interroge. Parce qu'en fait, pourquoi on va sur une course aux méga projets solaires? Parce que l'État organise et favorise les très gros projets. Pourquoi? Pour baisser le coût de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas, nous, en tant qu'individus, pour payer son vrai prix. Le prix qu'on a été biberonné au nucléaire, qui était un prix bas parce qu'il ne couvrait pas tous les frais, et on veut respecter ça, on veut garder ça. Quelque part, si on veut consommer moins, faire de la rénovation, il faut un signal prix. Il faut qu'on accepte de payer l'énergie plus chère, qu'on équipe nos bâtiments pour l'économiser. Et donc, quelque part, il y a un paradoxe de la société à dire « je veux plus d'usage électrique, je veux payer mon électricité moins cher, mais je ne veux pas les impacts négatifs ». À un moment, c'est aussi à nous de savoir pour qui on vote, quel modèle économique, quel modèle sociétal et énergétique on veut. Les ENR, c'est bien, mais là, aujourd'hui, le cadre est allons sur les très grosses installations, c'est plus rapide, c'est moins cher, ça fait n'importe quoi. On préfère les faire dans le sud alors qu'il y a de la place dans le nord, mais il y a 50% de production en plus dans le sud, donc tout le monde y va. Et en fait, ça peut être régulé. C'est à nous aussi de faire nos demandes au milieu politique. C'est la logique de marché qui s'impose, mais en fait, l'acceptabilité sociale n'est pas questionnée. Et c'est vrai que, bien sûr, derrière tout ça, on se heurte tout de suite à ce type de problème.
Je vais dire un tout petit truc par rapport à ce que tu as dit, parce que en fait, évidemment, moi, mon idéal, ce serait qu'on arrête la bagnole, qu'on ait une sobriété maximale. Et là, tout le discours que j'ai eu s'inscrit un peu dans le principe de réalité que je vois qu'on est dans une société globalement qui vote à droite, qui élit Macron, qui réélit Macron, qui va probablement élire encore plus à droite. Et du coup, je me dis, bon, de toute façon, on peut nous dessiner la société idéale de sobriété dans laquelle on aimerait aller. J'ai l'impression que c'est un peu, si on reste dans ce discours, en même temps, on a besoin de montrer quel peut être un monde désirable, celui dans lequel les 10%, ou les 15%, les 20% de Français qui ont vraiment envie de ce saut écolo, de ce changement radical des modèles, on a envie d'aller. Mais je suis un peu régulièrement embêté par ces trucs. Bah ouais, mais je suis pas, malheureusement là, on se dirige pas du tout vers ça. Donc comment, dans la société politique dans laquelle on dirige, comment est-ce qu'on peut limiter la casse déjà? C'est un peu ça mon truc. Mais sinon, je te rejoins 1000 fois sur le fait qu'en fait, on pourrait ne pas faire ces 900 TWh, mais descendre même à 600 TWh en 2050 si on avait vraiment le paquet. Et déjà, ça commence à être chaud. À 600 à 70 millions de personnes, je pense que ça serait quand même chaud. Je dis un micro truc pendant que le micro circule. Nous, en fait, on se pose la question aussi dans le livre, enfin, c'est marrant parce qu'on a un peu le cheminement de la soirée avec ah oui, mais tu penses que. Et à la fin, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et on se pose la question, on sait que notre livre il va être lu par des gens qui sont plutôt sensibles à l'écologie, quel doit être le rôle d'un mouvement écologiste, de gens qui ont des convictions écologistes, quoi. Est-ce que c'est essayer d'aller vers le moindre mal, de limiter la casse, ce qui prend pas mal d'énergie. Moi j'ai limité dans différents trucs et j'étais aussi dans ce truc-là de limiter la casse, essayer de faire des mesures qui peuvent être acceptables, passer, etc. Ou est-ce qu'on a une pensée qui part d'un autre prisme qui est en fait ce qu'on a de plus cher aujourd'hui, c'est nos espaces naturels. On les protège comme peu coûte que coûte, on prend tout pour le tout et voilà quoi. Et du coup on sera moins à essayer d'aller dire aux puissants est-ce que vous pourriez faire un petit effort sur ci, sur ça, faire une compensation pour un truc, un machin et voilà, en fait on est plus direct sur le fait que notre plus grande chance c'est les espaces naturels et donc il faut se battre, il faut les défendre. Et si les gens ne sont pas prêts, eux, à faire les efforts, et moi y compris, je ne m'extrais pas du monde dans lequel je suis, le principe de réalité, j'y pense tous les jours. Mais en fait, si on n'est pas prêt à faire ces changements-là, peut-être que ce qu'il nous faut, c'est une contrainte. L'humanité, elle a vécu toute son histoire avec des contraintes, qui parfois sont extérieures, qui parfois sont des contraintes politiques, qui parfois sont... Voilà. Là, on a une grosse carrière. Parce que déjà, ça va commencer à coûter beaucoup d'énergie, tout ça, etc. Bon. Et surtout, vers quel système on va? On va toujours avoir un système avec des infrastructures, avec beaucoup de dépendance. Les routes, c'est énormément de dépendance, de la matière, etc. Donc, en fait, tous les scénarios de transition, en général, ils vont que à 2050. Et à 2050, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on a soi-disant notre système parfait avec plein d'énergie renouvelable partout. Bon, soi-disant, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour le monde entier? Ça, en fait, on se pose pas trop la question. Et ensuite, est-ce que c'est possible de le tenir à plus long terme? Et voilà. Et quels dégâts il sera passé entre-temps, quoi? Parce que soi-disant, on va appuyer sur le frein assez vite, mais en fait, on n'en sait rien. Enfin, donc en fait, voilà, c'est juste que moi, je trouve ça pas vraiment réaliste, en fait. C'est sous prétexte de réalisme, en fait, j'ai l'impression que ce qui est proposé n'est pas désirable vraiment, quoi. Voilà. Bien, ce sera, je pense, le mot de la fin. Nous allons remercier la salle, merci, nos invités, merci. Je vais vous annoncer les prochains jeudis de l'écologie qui auront lieu le 6 mars prochain et nous nous demanderons comment lever les entraves de la démocratie environnementale. Autant vous dire que ça va être une sacrée réunion. Il y aura des juristes.